Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it. Je suis PH Quentin avec moi, Doom Plante. Cette semaine, le Sans Filtre est présenté par Terrien, un bureau de comptable. Doom, j'imagine que toi, tu ne traites pas à faire de la comptabilité. Non, j'ai ça. C'est une des choses que je déteste le plus, moi aussi. Terrien, ça fait 25 ans qu'ils sont ouverts. Ils sont spécialisés en PME. Ils offrent un service clé en main, donc que ce soit pour la tenue de livre, le rapport d'impôt, les états financiers. Vous allez les voir, ils font tout ça pour vous. Il n'y a personne qui se lance vraiment en affaires pour faire de la comptabilité, je pense. Fait que si vous faites affaire avec justement Terrien, vous allez pouvoir vous mettre votre attention dans des choses qui comptent vraiment à votre business. Au contraire des grandes firmes, Terrien offre un contact humain avec les entrepreneurs et avec une expertise en fait dans les domaines d'avenir. Fait que si vous avez une entreprise qui a des nouvelles idées, qui est innovatrice, Terrien vont être capables de faire le meilleur pour vous en fait. Et si vous utilisez le code, en fait, si vous mentionnez Sans Filtre quand vous allez voir pour prendre votre premier rendez-vous, vous sauvez 50% sur votre première année financière. Ce qui est énorme, c'est des frais que vous n'aurez pas à payer, que vous allez pouvoir réinvestir dans autre chose. C'est surtout du temps que vous allez sauver énormément pour être sûr que c'est fait professionnellement. Donc, Terrien, mentionné cool. Sans Filtre. On est content de s'associer avec eux. Ils sont cool, Terrien. Ils encouragent plein de podcasts, en fait. Ils sont vraiment impliqués là-dedans. C'est tout en leur honneur, vraiment. C'est tout en leur honneur. Puis si vous voulez les encourager et que vous avez vous-même une entreprise, honnêtement, faites affaire avec eux. Sur ce, cette semaine, au Sans Filtre. On a reçu Judith Lucier, qui est une autrice, chroniqueuse, militante féministe. Alors, son plus récent livre s'intitule « On peut plus rien dire, le militantisme à l'ère des réseaux sociaux ». Un livre qui traite des social justice warriors, ces militants des réseaux sociaux qui critiquent, qui dérangent et qui sont souvent caricaturés. Alors, le livre essaie d'expliquer, puis la conversation qu'on va avoir, on essaie d'expliquer pourquoi sont souvent mal perçus, un peu, puis c'est quoi leur revendication, puis c'est quoi leur méthode, puis aussi, c'est quoi les critiques légitimes qu'on peut faire à certains d'entre eux. Donc, une discussion tout en nuances, parce qu'on a eu certains, souvent en accord, parfois en désaccord, tout ça dans la nuance et dans le vivre ensemble. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que ça va vous faire un petit peu réfléchir, ou je sais pas trop. Ouais, une conversation ultra intéressante avec Judith Lucier, personne qui mérite d'être écouté. Sinon, vous nous écoutez présentement soit sur YouTube ou sur l'application Balado ou sur Spotify, peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez ça, que ce soit auditif ou visuel. Abonnez-vous à notre chaîne, laissez-nous des commentaires. Si vous nous écoutez en audio, laissez-nous un rating de 5 étoiles, ça fait son bout de chemin, ça permet à plus de monde d'écouter le podcast, d'entendre parler du Sans Filtre. On a une page Patreon aussi où est-ce qu'on a du contenu exclusif, où est-ce qu'on envoie les podcasts en avance. Puis c'est aussi une excellente façon de nous encourager. Surtout une excellente façon de nous encourager à continuer ce projet-là. Et sans plus attendre, après une intro déjà trop longue, bon podcast. Bonne écoute. C'est commencé officiellement comme ça. All right. Merci beaucoup d'être là. Hey, c'est un plaisir. Ouais, t'étais dans notre liste de personnes à inviter parce que on aime traiter des enjeux sociaux ici, puis on le fait pas assez souvent, je trouve. Là, on avait l'occasion de le faire. Mm-hmm. D'habitude, vous parlez de sport, c'est ça? De sport. On parle exclusivement de sport. Ouais. Non, on essaie de parler vraiment de n'importe quoi, mais je crois que moi, personnellement, ça me touche de par ma blonde qui est activiste activiste pour plusieurs causes. Mm-hmm. Puis je suis exposé à ça. Et toi, comme vegan aussi? Moi, comme vegan, c'est ça. Puis moins vocal, par exemple. Te considères-tu activiste? J'avais justement cette discussion-là avec ma blonde dernièrement parce que je me disais, qu'est-ce qu'un activiste? Mm-hmm. Je pense que dès que tu te prononces en faveur d'une cause sociale, puis dans le domaine vegan, je l'observe, là, dès que tu dis que tu es vegan, c'est un statement politique. Ouais. Tu dis quelque chose, puis tu confrontes les gens. Mais je l'ai vu. Tu sais, j'ai fait le défi 21 jours. Ouais. Puis juste de dire aux gens que je faisais le défi vegan 21 jours, ils se braquaient, ils se mettaient... Donc, d'après moi, t'es un activiste. Ouais, t'es considéré comme un militant vegan par plusieurs personnes. Oui, ça c'est définitif. Par contre, admettons que je compare mon implication
avec celle de beaucoup d'activistes du milieu, surtout pour le droit des animaux, ce qui est moins mon cheval de bataille par rapport au véganisme. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs niveaux. Mais il y a plusieurs sortes de militants, puis il y a plusieurs... Puis j'ai un collègue, Fabrice Ville, qui m'a fait part d'une classification des militants. T'en as qui sont plus... puis il y avait des titres là, dont j'oublie le nom, mais tu sais, t'as plus le... T'en as qui sont plus des cheerleaders, t'en as qui sont plus des éducateurs, t'en as qui sont plus revendicateurs, t'en as qui sont plus des féministes enragées comme moi. Mais toi, t'es comme un peu... je sais pas si tu rentrerais dans la catégorie cheerleader, mais tu sais, t'es un enthousiaste du véganisme, puis t'es un éducateur parce que tu partages tes trucs puis tes recettes, puis ça permet aux gens d'adhérer à ce mode de vie-là. Donc, tu sais, sans être le gars avec les pancartes dans les manifestations, tu sais, moi, c'est pas vrai que j'ai jamais fait. J'ai déjà participé à des manifestations, mais c'est vraiment pas un environnement dans lequel je me sens à l'aise. Ouais. Donc, si notre définition de militant, c'est quelqu'un qui va dans des manifestations avec des pancartes, toi, t'en es pas une. J'en suis pas une du tout. Faudrait remonter probablement l'étymologie du mot, mais tu sais, militant, il y a quand même quelque chose qui sonne là-dedans de milice, de milice, de combat, de quelque chose. Tu sais, tandis que il y a beaucoup de véganes aussi que si tu leur en parles pas, ils t'en parleront pas, puis qu'ils veulent pas en parler, puis la seule raison pourquoi des fois ils en parlent, c'est qu'ils se font poser la question, puis ils ont pas le goût d'engager dans une argumentation. Ils ont pas le goût de te convaincre nécessairement, tu sais. Puis ce que je disais quand je disais que je faisais mon défi 21 jours, les gens se justifiaient, tu sais, me disaient non mais moi je peux pas être vegan, puis j'étais comme je t'ai même pas demandé. Puis tu sais, je pense que le véganisme en particulier là, c'est perçu par les gens comme... c'est comme si ils vous plaçaient sur une genre d'autorité morale qui fait qu'ils se sentent jugés. Ça génère tout de suite, même quand t'es pas dans le prosélytisme, quand t'es pas en train d'essayer de convaincre les gens sentent que tu leur fais la morale. Puis ça, c'est un peu... c'est une espèce d'hypersensibilité que les gens ont, que j'observe par rapport aux causes sociales. Mais c'est ça qui est spécial, c'est que la caricature, c'est que le vegan en parle tout le temps à tout le monde, puis il veut convaincre tout le monde. Mais moi, en tout cas, mon expérience, de ce que j'observe autour de moi, c'est pas ça. Justement, c'est t'en parles pas, tu te fais poser la question, puis là, ça devient un débat parce que tu fais poser une question, tu réponds, puis là, pourquoi t'es vegan, nanana, puis moi, nanana, puis là, ça devient comme une argumentation malgré toi, puis t'as jamais voulu en parler à personne, tu sais. Mais c'est ça qui est spécial. J'aime ça que t'aies utilisé le mot caricature parce que dans mon livre, on peut plus rien dire, le militantisme à l'ère des réseaux sociaux. C'est vraiment ça que j'essaie de faire, de montrer que souvent, on a une perception des militants qui est extrémiste, qui est vraiment... on les comprend pas, puis souvent on les comprend pas parce que leurs positions sont caricaturées, parce qu'on est susceptible, parce que les médias caricaturent ces positions-là, parce que les médias, comment ils sont faits, c'est que t'as des clips de 5 secondes, puis t'as pas beaucoup d'espace tant que ça pour élaborer ta pensée. Donc, je voulais rétablir un peu les faits en disant, attendez, quand vous sautez au plafond parce que vous pensez que Québec solidaire veut imposer le mot matrimoine à tout le monde, prenez le temps d'analyser comment ça s'est sorti dans les médias, pourquoi on a cette impression-là, alors que tout ce qu'ils veulent, c'est de dire, au lieu de dire patrimoine dans nos documents à nous, qui sommes un parti féministe, on va utiliser le mot héritage culturel. C'est vraiment plus nuancé que ça. Exact. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Ça reste ça. Oui, exactement. Puis, dans l'ère du temps d'aujourd'hui, on porte peu l'attention aux faits ou à l'objectivité là-dedans. Puis je pense que c'est ça qu'il faudrait essayer de ramener d'un côté ou de l'autre, peu importe. C'est quoi la vraie chose qui s'est passée? C'est quoi la vraie nouvelle? C'est quoi... Je pense qu'on aime ça s'indigner. On nous reproche souvent à nous, les militants, de nous indigner facilement, mais je pense que le grand public, devant ces manifestations-là, ces critiques-là, aime s'indigner également. De l'indignation. Exactement. Oui, définitivement. Ça crée un cercle qui est malsain d'un point de vue de la société parce que ça sectionne, ça creuse encore plus la tranchée entre les camps, entre les opinions. Effectivement, puis on n'arrête pas de dire que les opinions sont de plus en plus polarisées. On vit dans des chambres à écho, on se comprend pas. On se comprend pas, mais est-ce qu'on cherche vraiment à se comprendre ou à conforter nos idées, à pas vouloir écouter les idées des autres? Puis il n'y a rien de plus facile pour invalider une idée que de la caricaturer puis de la dépeindre comme quelque chose de niaiseux puis ridicule. Exactement, oui.
Ouais, fait que, ouais, c'est ça que j'ai essayé de faire. J'ai l'impression que c'est aussi comment que la société est construite, surtout sur Internet. Tu sais, toi, ton terrain de bataille, c'est les réseaux sociaux. Puis j'ai l'impression que c'est un environnement qui encourage pas la nuance, qui encourage pas la discussion. Ça encourage le clic, le clickbait, ça encourage les idées les plus radicales parce que c'est eux autres qui suscitent le plus de réactions, puis ça carbure aux réactions sur les réseaux sociaux. Fait que c'est ça qui me dérange. J'ai l'impression que les réseaux sociaux créent de leur nature une polarisation qui est plus grande probablement qu'il y avait avant. Là, tu sais. Absolument. Puis on commence à pouvoir démontrer ça avec des études. Puis effectivement, l'indignation, je suis en train de dire les mots de Jeff Yates dans le documentaire Indignation de Cordes sensibles, mais vous irez regarder ça. Il dit c'est le carburant des réseaux sociaux. Tu sais. Ouais. Puis c'est vrai, puis je pense qu'on est en période d'apprentissage. Tu sais, quand on y pense, Facebook, ça fait une dizaine d'années que c'est dans nos vies. Ouais. Puis puis là-dedans, il y a nos parents qui sont arrivés là-dessus une couple d'années seulement, puis qui sont pas toujours habiles avec les réseaux sociaux. Ouais. Là, je voudrais pas faire d'agisme, mais it's a thing. Puis je pense qu'il faut qu'on apprenne à se parler. Et déjà, il y a des gens qui réalisent pas, puis j'imagine que tu l'as vécu en devenant du jour au lendemain une personnalité publique. Il y a des gens qui réalisent pas qu'en disant quelque chose à une personnalité publique, la personne le lit, puis le reçoit, puis ça peut être très violent. Tu sais. Ouais. Quand tu dis Safia Nolin, son chandail n'a pas d'allure, puis elle a l'air d'avoir les cheveux gras, elle le voit. Ouais. Donc, c'est pas quelque chose que tu dirais face à face, mais c'est quelque chose qu'on se permet de dire sur les réseaux sociaux parce qu'on a l'impression qu'il y a un écran qui crée une distance. Donc, il faut qu'on apprenne à ne plus considérer cette distance-là, mais avoir qu'on a une discussion comme on aurait dans un salon. Ouais. Puis j'ai l'impression qu'au Québec, cet effet-là est grand parce que la population est malgré tout restreinte. Là. Tandis que, admettons, tu es aux États-Unis, c'est écrit quelque chose, je me rappelle plus quand on disait ça, c'est écrit quelque chose à Brad Pitt sur sa page personnelle, il la verra pas. Non, c'est pas lui qui va recevoir pas, son DM. Là. Mais j'ai une amie qui s'est fait bloquer par Madonna sur Instagram, puis Trina Wintour. Puis c'est drôle parce que je me disais, t'as dû te sentir big, tu sais. Puis tu sais, Madonna, pour de vrai, gère très mal sa page Instagram. Fait que je doute pas que ce soit elle qui... C'est pas une équipe, elle paye pas une équipe derrière, là. À regarder sa page Instagram, on dirait pas. Parce que c'est vraiment mauvais. Là, oui, c'est ça. Il y a des photos floues, c'est pas habile, c'est pas beau, ça ressemble en rien à la grandeur du personnage. Fait que ce serait elle qui serait allée bloquer. Je pense que oui. C'est-tu quelqu'un avec une grosse visibilité aux tribunes? Non, c'est Trina Wintour, c'est une jeune humoriste de la relève québécoise. C'est pas quelqu'un de... T'sais, je sais pas combien elle a de followers sur Instagram, mais c'est pas... t'es sûrement plus connu qu'elle. Probablement que Madonna passe ses journées à bloquer du monde sur Instagram. Je sais pas comment elle se gère, mais visiblement, elle se gère comme une débutante. Faudrait lui dire... Quand je disais nos parents viennent d'arriver sur les réseaux sociaux, des fois, Madonna se rentre là-dedans. Mais c'est aussi... C'est ça, je trouve... Nous, on a décidé de partir un podcast. Moi, en tout cas, une des raisons qui motive ça, c'est parce que on se parle rarement face à face, là, de moins en moins. On a moins en moins de conversations verbales. Puis, là, en 1h30, 2 heures, on va jaser. On va probablement être d'accord sur plein d'affaires. On va peut-être être pas d'accord sur d'autres affaires aussi. Mais on va sortir de là. On va être des... on sera pas pires amis. Puis, à la limite, on peut-être aller prendre une bière ensemble après. Oui. Je bois pas de bière, mais je comprends ce que tu veux dire. mais c'est ça l'affaire, tu sais. Puis on est de moins en moins d'accord d'être en désaccord, j'ai l'impression. Il y a ça. Puis aussi, les gens sont toujours plus nuancés qu'ils en ont l'air sur les réseaux sociaux, tu sais. Puis c'est quelque chose qu'on me dit souvent quand on me rencontre en personne. Ah, mon Dieu, t'es bien plus relax que ce que je pensais. Mais c'est sûr. Tu sais, c'est sûr que... on maîtrise pas totalement non plus l'image qu'on projette de nous-mêmes sur les réseaux sociaux. Puis les gens se font une image caricaturale de nous à partir de... Tu sais, je veux dire, je suis pas toujours en train d'exprimer mes pensées sur les réseaux sociaux. Quand je vois une belle fleur sur le... Tu sais, je vais pas faire un post de belle fleur. Hey, je pourrais, là, techniquement, mais je dis pas dans... C'est pas ton réflexe. C'est pas mon réflexe, puis j'ai d'autres choses à offrir au monde, je pense. Fait que, tu sais, c'est sûr que ce que les gens connaissent de moi, c'est bien plus la fille qui a des opinions féministes, qui
qui critiquent des choses que souvent on n'avait pas vues, donc on avait l'impression que c'était pas vraiment un problème, qui fait chier les gens parce que ils pensent qu'ils sont corrects, puis finalement, ben, ils ont peut-être avait peut-être pas vu ça de cette façon-là, que c'est peut-être une autre forme de sexisme. Des affaires de même. Fait que, tu sais, je pense que souvent, ça tu sais, les gens aiment ça adhérer à l'idée qu'ils sont une bonne personne. Puis en général, on est des bonnes personnes. Tu sais, la vie, c'est pas t'as des bons puis des méchants. Mais quand tu soulignes des fois des injustices, ben rapidement, comme on est susceptible puis on est très fragile, on a l'impression que quand des injustices sont soulignées, on est coupable de ces injustices-là ou on n'est pas une bonne personne de ne pas les avoir vues. C'est une vision un peu simpliste de la vie, mais moi, je pense qu'il faut qu'on puisse critiquer des choses, puis sans que les gens aient toujours à le prendre personnel, comme des attaques personnelles. Ouais. Surtout qu'on n'est jamais seul responsable de des injustices ou de des... Tu sais, c'est des systèmes qui se mettent en place de façon un peu subtile, insidieuse. Pendant des centaines d'années. C'est ça, tu sais, pendant longtemps, puis c'est difficile à déconstruire, puis on est tous un peu victimes, un peu coupables de ça en même temps. Absolument, tu sais. Puis le racisme, c'est un bon exemple, tu sais. Les gens, quand on dit que quelque chose est raciste, les gens ont une conception du racisme, c'est comme soit t'es Hitler ou t'es pas raciste. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est une vision hyper soit t'es binaire. pour l'esclavage ou non. C'est ça. Ou c'est genre va chier noir, le noir. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais là, je dirais pas des mots que des racistes diraient, mais vous savez qu'est-ce que je veux dire. Ouais. Puis entre Hitler et je suis pas raciste, il y a comme pas un moyen de dire, ben tu sais, ça a peut-être manqué de sensibilité ou ça... L'image que ça renvoie, c'est peut-être pas positif pour les communautés racisées ou tu sais. Puis tout ça rentre dans un gros paquet d'affaires qu'on nomme le racisme systémique, qui, comme tu disais, tu sais, c'est des systèmes établis depuis des années. Puis personne n'est coupable personnellement de ça, à moins que, tu sais, il y a eu un gros soulèvement populaire contre la Commission sur le racisme systémique. Puis, tu sais, les gens disaient « Je veux pas qu'on fasse le procès des Québécois, puis nanana », alors que qu'est-ce qu'il y a de mal à faire un exercice d'introspection? Qu'est-ce que ça peut nous coûter? Est-ce qu'on est vraiment en train de dire... C'est quoi le pire qui peut arriver? C'est quoi le pire qui peut arriver que d'observer les raisons de certaines inégalités? Tu sais, je veux dire, il me semble que si tu t'opposes à ça, là, tu deviens raciste dans ma tête. Ben, c'est parce que les gens confondent le mot systémique puis systématique aussi. Et complètement. Moi, c'est mon hypothèse. On dit pas que t'es systématiquement raciste. Non, c'est ça. On dit pas que les Québécois sont plus racistes que les autres. On dit pas que... Non, mais les gens pensent ça quand on parle de racisme systémique. On dit pas que les Québécois sont plus racistes que les autres. On dit pas... Mais est-ce que tu peux vraiment affirmer qu'il n'y a pas de racisme au Québec? C'est ça. Aucun. C'est ça. Puis, fait que, tu sais... Le mieux qui arriverait d'une commission comme ça, c'est qu'on verrait qu'il y a un peu de racisme systémique. Le pire qui pourrait arriver, c'est qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de racisme systémique. Mais tu sais, il vaut mieux le savoir puis savoir comment traiter ça. Oui, si on a un problème, il faut le regarder en face. C'est comme tout. Puis, tu sais, c'est des mots qui font peur, tu sais, les ismes. Là. Fait que se faire accuser de n'importe quel isme, ça vient te shaker profondément, tu sais. Moi, j'avais une conversation avec ma blonde l'autre fois, puis sur un comportement, quelque chose que j'avais dit ou une de mes opinions qui était sexiste. Puis moi, me considérant pas du tout comme sexiste, me faire dire ce comportement-là est sexiste. Ça m'a quand même... Tu sais, tu te fais, mais non. Non, tu te braques, c'est ça. On n'aime pas ça. Puis là, finalement, on s'est assis, puis là, elle m'a expliqué pourquoi, du haut de son champ d'expertise qui est de loin supérieur au mien. Fait que dans une situation comme celle-là, t'écoutes. Oui. Puis ça, je crois qu'on le fait pas assez. Je pense qu'on bloque trop rapidement la conversation en disant non, je suis pas raciste. Voyons, je suis pas raciste. J'ai un cousin noir. Oui, c'est ça. Puis on s'en calisse. Non, c'est ça. Ça n'a rien à voir. Mais tu sais, il y a aussi une différence en dire... Mais bravo pour ton attitude, parce que c'est rare pour de vrai, les gens qui c'est vraiment aussi simple que ça, là. Tu sais, écoute, essaie de comprendre, reconnais l'expertise de l'autre. Tu sais, moi, ça m'arrive aussi, là, de me faire traiter de me faire, pas traiter de quoi que ce soit, mais de me faire dire, tu sais, que je peux être paternaliste ou que cette façon de voir-là, les choses est peut-être raciste ou, tu sais, faut vraiment juste
dire « Hey, sais-tu quoi, j'avais pas vu ça de même, je m'excuse. Ouais. C'est pas plus compliqué que ça. Tu sais, probablement dans un monde où est-ce que j'habitais pas avec cette personne-là, probablement que je serais juste parti. J'aurais c'est bien plus terminé simple. la discussion automatiquement, tu sais, puis Mhm. je serais resté... mon opinion n'aurait pas changé par rapport à mon dit comportement, tu sais. Mhm, mhm. Fait que là, c'est sûr que j'étais un peu forcé de faire face Mhm. à cette conversation-là, tu sais. Mhm. Mais il y a aussi une différence entre dire c'est sexiste que tu as dit Ouais. ou c'est raciste ou Ouais, t'es raciste. Ouais, Ouais, C'est ouais, une grosse différence, ouais, parce que, tu sais, effectivement. quand tu dis t'es raciste, c'est comme toute ton entièreté de ta Ouais, ouais. personne. là, tu Non, sais. non, c'est ça. Puis des fois, on manque de nuances là, dans notre façon de nous exprimer. Puis, Sans tu sais, doute, ouais. je le reconnais chez les militants, là, sont pas toujours habiles ou adroits dans leur Non. façon de dénoncer des choses. Mhm. Puis même moi, je l'ai pas toujours été, puis je le suis pas toujours. Puis j'essaie de, tu sais, moi, naturellement, j'ai tendance à être baveuse puis arrogante. Ouais. J'essaie de faire attention à ça parce que je sais que je vais me mettre du monde à dos. Les gens, au lieu de les convaincre, je vais les faire se braquer. Ouais. C'est nouveau comme apprentissage pour moi, puis c'est beaucoup plus constructif. Par contre, ce que je trouve dommage là-dedans, c'est que c'est à nous à faire des efforts d'être plus polis, agréables. Puis, tu sais, les femmes, souvent, on s'attend de nous qu'on soit agréables, souriantes, gentilles, qu'on dérange pas. Mhm. Puis c'est un peu ça que je fais pour arriver à mes fins, pour convaincre le plus de monde possible. C'est comme un prix à payer pour pas m'aliéner trop de monde, puis Mhm. puis réussir à atteindre mon objectif qui est de convaincre les gens qu'il y a des injustices. Mhm. Ou de leur faire reconnaître ces injustices-là, puis de changer. C'est probablement pas la méthode la plus facile, mais c'est certainement la plus efficace, par exemple. Parce Oui, que, puis tu sais, je comprends la colère des autres de pas vouloir. Tu sais, des fois, dans mon livre, j'explique plusieurs concepts utilisés par les militants, dont un qui s'appelle le tone policing. Mhm. Le tone policing, c'est policer le ton de la personne. Ouais. C'est-à-dire, au lieu d'écouter ce que la personne a à dire, on va dire, ben, tu ne te prends pas de la bonne façon pour me le dire. Mais en même temps, cette personne-là qui dénonce ce qu'elle vit souffre. C'est comme, puis l'exemple que je donne pour illustrer le tone Tu me policing. piles sur le pied, aïe, tabarnak. Ouais, J'ai lu ça. ton livre. Ouais. Bon. Ouais, OK, c'est bon. Mais, c'est pas grave. mais donc, tu sais, ça illustre, dans le fond, que même si c'est pas habile, même si c'est pas adroit, l'important, c'est d'écouter. Puis on l'a vu dans l'actualité à plusieurs reprises. Tu sais, par exemple, en 2012, quand il y avait le conflit étudiant, il y avait des gens qui disaient, qui focusaient sur le fait que les étudiants étaient arrogants, ils étaient pas polis, ils cassaient des affaires, ils étaient pour la violence. Ouais. Quand il y a eu Sans porter aucune considération pour à ce le qui était propos, derrière. puis là, pour ouais. tous ceux qui ont des propos totalement polis et habiles et nuancés. Ça reste sans doute une minorité, toujours. Là. Oui, Il y a oui. il y a toujours des pommes pourries dans chacun des groupes, puis il y a toujours du... Tu sais, la connerie, elle n'a pas de sexe ou de Non. Tu sais, elle Non, non. est présente partout. Oui, oui. Pas De la réglable. même façon que, tu sais, ça doit être malaisant pour les personnes, mettons, qui sont plus à droite, de voir qu'il y a des hurluberlus super racistes puis super Mais oui. inadéquats Ben oui. qui font la promotion des mêmes Idées politiques, des mêmes idées exactement. politiques qu'eux. Ben, pour moi, des fois, de voir des militants, mettons, empêcher Mathieu Bock-Côté de s'exprimer dans Ouais. une librairie à coup de on De menaces. va te lancer une tarte, mon Ouais. calice. Je suis comme, faites pas Ouais, ça, là. ouais. Vous allez lui donner des munitions. Mais parce c'est que- exactement ça qui arrive. Tu sais. Ouais. Moi, cette situation-là, tu sais, Mathieu Bock-Côté, on a le droit de pas être d'accord avec lui. Mais tu sais, c'est un intellectuel relativement, tu sais, quand même crédible pareil. C'est un gars qui sait de quoi il parle. Il est conservateur, il est de droite. Il a le droit de s'exprimer, tu sais. Puis tout ce qu'il allait faire, c'est avoir une conversation dans une librairie. Mhm. Là, on fait des menaces, on en empêche. Puis Mais ça moi, je lui trouve que- donne 10 fois plus Ouais, de ouais, c'est tribunes, tu sais. Je trouve que les critiques par rapport à cet événement-là étaient totalement légitimes. C'est-à-dire Ben oui. que il y avait... C'était Mathieu Bock-Côté face à un interlocuteur qu'on peut présumer qui était d'accord avec lui, mais en même À ce temps, qu'on vous dit, il semblez être d'accord avec moi aussi. Là. Fait qu'est-ce que ça veut dire que notre discussion a été légitime? Je pense que ce qui choquait aussi, c'est que c'était dans un lieu qui était considéré comme étant plus à gauche. Quoique, tu sais, est-ce que vraiment une librairie a un positionnement politique? On ne le sait pas.
Ben, je pense qu'on peut critiquer ces événements-là, puis on peut se rendre à l'événement pour dire « je suis pas d'accord ». Puis on peut dire aussi que Mathieu Bock-Côté, pour quelqu'un qui dit qu'on peut plus rien dire, a beaucoup de tribunes. Mais c'est ça, là, quand il y a des menaces... Mais qui décide, tu sais, beaucoup de tribunes, je le comprends, mais qui décide de dire « Ah, lui, il y a trop de tribunes, là, on va y empêcher d'avoir cette tribune-là. » Non, c'est pas ça, c'est que moi, je n'aurais pas empêché d'avoir cette tribune-là, mais je peux comprendre qu'on critique son discours. Son discours sur, essentiellement, on peut plus rien dire. Ouais. Le politically correct fait qu'on doit policer notre discours, etc. Alors que c'est la personne qui fait partie des personnes qui ont encore le plus de tribunes. Tu sais, moi, ce que je dis souvent, c'est que avec les réseaux sociaux, on a démocratisé la parole. Avant, c'était une sorte de personne, essentiellement, qui pouvait prendre la parole dans l'espace public. C'est des décideurs, des prêtres, maintenant qu'on remonte là, aux années 50, des animateurs de radio, des journalistes, des vedettes. C'était des gens privilégiés. Aujourd'hui, la parole s'est démocratisée. Une femme noire handicapée peut témoigner de son expérience sur Facebook et rassembler autour d'elle des gens qui vivent la même situation et créer un mouvement. Tu sais, c'est comme ça qu'on a eu des mouvements comme MeToo, comme... où des femmes se sont mises ensemble et ont réalisé crime, on vit ça de manière commune, on vit des situations dont on parle pas nécessairement dans les médias, est-ce qu'on peut mettre ça de l'avant? Puis là, c'est ça aussi qui a créé une espèce de renouveau du féminisme, parce que dans les années 80-90, c'était comme un peu gênant de dire qu'on était féministe. Donc tout ça a permis à des nouvelles sortes de personnes de prendre la parole. Et donc, quand les gens disent « on peut plus rien dire », réellement, ce qu'ils veulent dire, c'est « on peut plus rien dire comme avant sans se faire répondre ». Ouais. On n'a plus le monopole il y a de la ce parole. sous-texte-là. Ouais. Ben- Fait que je trouve ça gênant de la part de ces personnes-là de dire ça, alors que leur parole est encore parmi les plus visibles. Puis aussi, malgré cette démocratisation-là, ce qu'on voit, c'est que les personnes qui étaient marginalisées avant puis qui n'avaient pas leur place dans le discours public continuent de subir davantage de barrières à leur prise de parole, c'est-à-dire qu'elles vont être elles vont faire davantage l'objet de commentaires malveillants, elles vont être tassées dans un coin, ridiculisées, etc., caricaturées, comme on disait plus tôt. Donc, je trouve que c'est un peu indécent de dire qu'on peut plus rien dire. Ouais. Je vais pas me faire l'avocat de Mathieu Bock-Côté. Je suis pas un fan de Mathieu Bock-Côté. Je trouve que des fois, il écrit vraiment des articles de merde. Je trouve que des fois, il écrit des articles sensés aussi. Par contre, je pense qu'il est beaucoup lu puis il est beaucoup entendu parce qu'il écrit beaucoup, tu sais. Mm-hmm. Il écrit beaucoup puis il met ses affaires sur les réseaux sociaux ou par le Journal de Québec, le Journal de Montréal, en fait. Mais il est pas... je me souviens pas l'avoir vu. En tout cas, il vient de sortir un livre, il est pas allé, mettons, tout le monde en parle. Mm-hmm. Il fait pas le tour. Il a sorti son livre après l'émission. Ouais, ça, c'est vrai. Mais tu sais, il est plus souvent invité à parler en France qu'au Québec, j'ai l'impression, tu sais. Fait qu'il est pas non plus comme accueilli à bras ouverts au Québec comme... Puis je pense que c'est une grande source de frustration pour lui, parce que je pense qu'il souhaiterait être plus reconnu par l'élite médiatique québécoise, l'élite intellectuelle. En fait, c'est ça l'affaire, parce que il y a une distinction quand même forte entre l'élite intellectuelle puis l'élite médiatique. Là. Oui, au Québec, absolument. C'est énorme. Là. Tu peux écrire dans le Journal de Montréal, mais pas être considéré par l'élite intellectuelle. Absolument. Puis, tu sais, je veux dire, mettons, être invité à Plus on est de fou, plus on lit, c'est ultra prestigieux, c'est une belle reconnaissance. Je pense que ces chroniqueurs-là du Journal de Montréal sont peut-être frustrés de ne pas avoir ces tribunes-là. En même temps, il y a une grande part de responsabilité dans le fait qu'ils appartiennent à l'Empire québécois, qui leur donne une autre forme de visibilité. Puis je pense qu'il y a encore des guerres médiatiques qui fait en sorte plus que jamais maintenant. Là, ben oui, c'est ça, que les artistes de Québécois sont gardés chez Québécois. Puis donc, on sait que c'est... Même si ça fait pas l'objet nécessairement d'entendre écrite, il reste qu'il y a des chasses gardées, puis il y a des gens qui sont pas les bienvenus dans l'empire de l'autre, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est complexe. Puis ces gens-là, tu sais, à défaut d'avoir des tribunes qui sont prestigieuses sur le plan intellectuel, dans la symbolique, du moins, ben ils ont des tribunes qui sont ultra populaires, qui rejoignent très largement le... Tu sais, Mathieu Bock-Côté est moins à la télé puis à la radio au Québec,
Mais mettons, Richard Martineau, Ouais, ils ont énorme. son temps d'antenne puis son temps de parole est immense. Ouais. Il est dans des émissions à TVA, il y a son émission à Cube Radio, il y a sa tribune quotidienne au Journal de Montréal. C'est beaucoup. J'avais, pour rebondir sur cette idée-là, j'avais la discussion, encore une fois, avec ma blonde, par rapport au fait que, justement, la place publique était prise principalement au Québec par des gens privilégiés dans une situation privilégiée, fait que des Blancs pas démunis qui ont cette tribune-là. Puis moi, ma réflexion première était de dire, avec justement, comme on parlait, la démocratisation de la parole, tout le monde a le droit de prendre sa place, d'être écouté. Par contre, quand tu regardes les faits, c'est pas les minorités qui sont écoutées. Dans les codes d'écoute, admettons, là, ça reste encore aux gens privilégiés. Puis la réflexion était de me dire, est-ce qu'il y a une responsabilité des instances qui dirigent tout ça, de mettre en place des gens qui ne sont pas privilégiés pour leur donner la parole sur des tribunes qui sont déjà acquises? Est-ce que ça, c'est une solution à chercher la diversité dans la parole publique? Bien, premièrement, il y a une responsabilité partagée. Puis comme on disait plus tôt, c'est un système. Donc, tu sais, puis je vais donner le meilleur exemple de ça. On dénonce il y a des gens qui ont dénoncé le fait qu'il y ait juste des Blancs nommés au Gala Artiste cette année. Ouais. Et ça, c'est un super bon exemple parce que le Gala Artiste, c'est un gala qui célèbre en fait les choix populaires. Donc, c'est les gens qui votent pour leur vedette préférée. Puis on le sait que c'est un concours de popularité qui est beaucoup déterminé par ton temps d'antenne puis ta visibilité médiatique. Plus tu fais une émission qui a des grosses cotes d'écoute, plus tu as de chances de te ramasser dans ce palmarès-là de popularité. Donc, parmi les commentaires à cette nouvelle-là, où il y a des gens qui dénonçaient le manque de diversité parmi les nommés, il y a une femme qui disait « C'est ridicule, s'il y avait des Noirs, on aurait voté pour. Ça n'a pas rapport, c'est pas de notre faute. » Mais comment ça se fait qu'il n'y a pas de Noirs ou qu'il n'y a pas de diversité? C'est parce qu'on ne met pas beaucoup les personnes racisées dans des postes de premier plan, dans des postes. C'est pas ce qu'elle disait, c'est si c'était un Noir qui animait pas la poule aux œufs d'or. Salut, bonjour. Salut. Si Gino Chouinard était noir, on aurait voté pour lui. Je pense que c'était ça qu'elle disait, la madame. Puis c'est ça le problème, en fait. Comment ça se fait que Gino Chouinard n'est pas noir? Change la couleur. Le vrai problème, c'est la couleur de Gino Chouinard. Il est vraiment trop blanc, slash orange. Le vrai problème. mais le vrai problème, c'est que les diffuseurs mettent pas de l'avant des personnes racisées. Puis pourquoi ils en mettent pas? Ben, parce que souvent, ce qu'ils disent, c'est qu'ils en trouvent pas. Puis pourquoi ils en trouvent pas? Ben, parce que les gens se voient pas, donc ils font pas les écoles de théâtre. Puis, tu sais, c'est comme un cercle Pour reprendre vicieux. un peu la balle au bon sur la poule aux œufs d'or, c'est un peu la poule avant l'œuf. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est on en nomine au gala artiste pour que du monde se voie, pour que du monde veuille être là? Je pense qu'il faut travailler plus en amont que ça, puis considérant les barrières que ces gens-là vivent pour accéder aux mêmes opportunités que tout le monde, on devrait faire, pour le temps que c'est nécessaire, pas des passoires, mais encourager cette diversité-là, puis faire des efforts supplémentaires. Quand on fait un casting, là, tu sais, moi, je vois des fois des casting calls, puis c'est un peu débile pour de vrai comment on n'est pas à jour par rapport, mettons, au milieu anglophone ou par rapport au milieu américain. Tu sais, c'est comme, on va demander des Caucasiens, on va dire « peut être noir », à quel point c'est méprisant, ou tu sais, on va présenter... Noir toléré. c'est ça. On va présenter 2 groupes de casting. On va dire, bon, voici le casting pour le personnage un tel, et voici le casting diversité. Mettons que ça vous tenterait tu sais, pour juste dire qu'on les a auditionnés. Ben non, mais ils sont là. C'est ça. Oui, ils sont là, on les a auditionnés. C'est juste qu'ils n'étaient pas à la hauteur. Tu sais, comment ça... Tu sais... Puis après ça, ben, c'est un service aussi parce que mettons que tu veux des comédiens connus dans ta série pour la mousser. Oui, parce qu'on sait que c'est comme plus tes comédiens sont connus, plus tu vas avoir de succès, comme tu vas attirer des gens.
Mais là, les gens de la diversité, c'est des visages moins connus, donc c'est plus un risque, c'est plus, tu sais... Fait que je pense qu'il faut faire des efforts supplémentaires, puis donner plus d'opportunités, puis favoriser ça, puis se poser vraiment les questions, puis essayer de... C'est ça. Fait que c'est long et difficile à changer. Oui, mais je pense qu'il faut qu'on voit le problème pour agir dessus, puis se donner des contraintes, puis pas essayer de les contourner, ces contraintes-là. Ouais. Il y a beaucoup de travail à faire. C'est évident qu'il y a un problème de diversité et de représentativité dans les médias puis à l'écran en général. Cela dit, moi, des fois, j'ai un peu de... Il y a quand même de la diversité d'opinion, même si, mettons, il n'y a pas de diversité... Moins de diversité de couleurs ou peu importe. Puis le concept de privilège, c'est pas non plus parce que tu as tous les privilèges que tu es un nono ou que tu as... Non, c'est jamais ça, c'est jamais ça la question. Puis, on regroupe les gens en groupes, là, évidemment. Les femmes, les personnes racisées, les personnes handicapées, les hommes. Moi, personnellement, les privilèges, je les ai toutes. Mon père est médecin, je suis blanc, je suis hétérosexuel. Je les ai toutes. Est-ce que ça discrédite ma parole avant même que j'ai ouvert la bouche? Je pense pas. Puis est-ce que j'ai quelque chose en commun avec, mettons... j'ai probablement beaucoup plus en commun avec toi au niveau des idées qu'avec Richard Martineau, justement. Fait que ça définit pas. Faut faire attention de pas prédéfinir la parole de quelqu'un avant qu'il parle. Puis c'est jamais ça dont il est question quand on parle de privilège. Par contre, tu disais il y a une grande diversité d'opinions, c'est vrai, mais il n'y a pas une grande diversité de perspectives. Puis on a des perspectives différentes. Il y a une nuance intéressante. Je trouve, en fonction de nos sensibilités. Tu sais, c'est sûr que moi, mettons, ça fait des années que je parle des personnes trans. C'est un sujet qui me tient à cœur. J'en connais plusieurs. J'essaie d'être une bonne alliée puis de mettre de l'avant leurs enjeux tels que moi, je les perçois. Mais les personnes trans vivent des problématiques que je ne peux pas imaginer. Que tu peux pas comprendre nécessairement. Non, puis que leur perspective est jamais mise de l'avant parce qu'en ce moment, au Québec, il n'y a aucune personne trans qui a de tribune régulière. Donc, tu sais, à chaque fois qu'on met... Puis, tu sais, mettons, on peut dire, hey, il y a eu beaucoup de choses sur les personnes trans là, récemment. Là, il y a eu une série à Canal Vie, il y a eu des documentaires à Télé-Québec. Caitlyn Jenner. Il y a Caitlyn Jenner. Puis, en même temps, quand je parle à des personnes trans, ils me disent, ouais, mais tu sais, mettons, ces séries-là, ça focus beaucoup sur les transitions génitales, ça fait pas partie, ça parle pas tant que ça de notre réalité, ça oublie de mentionner plein de réalités qui font vraiment partie, mettons, de notre communauté, par exemple, la prostitution, les personnes racisées qui vivent d'autres enjeux supplémentaires, tu sais. Puis, en fait, ça montre que on présente les réalités trans, mais toujours de notre perspective à nous, de gens qui ne vivons pas ces perspectives-là, ces situations-là. Fait que c'est quand même, je trouve que quand même, puis ça veut pas dire que ma parole est invalide par rapport aux enjeux trans, mais il faut pas qu'il y ait juste la mienne. Je fais du mieux que je peux, mais il y a des choses que je vois pas. On a tous nos angles morts, puis nos identités, qu'on le veuille ou non, font en sorte qu'on a ces angles morts-là, qu'on voit pas nécessairement les choses toujours... Mais dirais-tu que nos identités nous définissent... Non, absolument pas, parce que tu l'as bien dit, il y a beaucoup plus sûrement d'éléments qui rassemblent notre pensée qu'entre toi et Richard Martineau. Mais je trouve pas qu'on peut se contenter de ça comme signe d'une diversité réelle. Puis je pense que, même si je suis bien intentionnée, puis que, je veux dire, la parole de femmes blanches en ce moment dans les médias, il y en a beaucoup. Il y en a moins encore que celle d'hommes blancs. Mais tu sais, je pense qu'il y aurait de la place pour d'autres choses. Pour d'autres perspectives. J'aime vraiment la distinction entre opinion et perspective. Il y a vraiment quelque chose là. Puis ça me fait penser à... dernièrement, dans le courant féministe, il y a une pensée, c'est encore une fois Jessie qui m'expliquait ça. Il y a une pensée qui dit que les hommes peuvent pas nécessairement être féministes, peuvent être alliés à la cause, mais peuvent pas se définir comme féministes. Justement parce que tu n'as pas la perspective de la femme. Mais tu peux être allié à la cause sans nécessairement dire féministe. Puis je te dirais que cette nuance-là est assez présente plus dans le milieu universitaire. Parce que je pense que pour le grand public,
c'est confondant, puis ça fait que, ben là, si c'est comme ça, allez donc, vous... Mettons, moi, j'entends ça, puis ça me convainc pas, là. Non, c'est ça. Je pourrais comprendre que ça fasse comme, mais voyons, vous êtes donc bien... c'est donc bien compliqué, finalement. Vous êtes donc bien pas inclusif. Oui, c'est ça. Ouais. En même temps, ça, c'est intéressant. Tu sais, je veux dire, il y a une autre chose qui discrédite le mouvement féministe, c'est justement les réunions non mixtes. Puis, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui comprennent pas pourquoi, parfois, les féministes ressentent le besoin de se réunir entre femmes. Puis, c'est parce que, historiquement, les féministes ont remarqué dans des réunions de féministes que les dynamiques de pouvoir tendaient à se reproduire, que, tu sais, s'il y avait un homme dans la salle, pas parce que c'est une mauvaise personne, mais parce qu'on a été socialisés différemment, puis généralement, les hommes on les encourage dès leur plus jeune âge à prendre leur place, à être des leaders, alors que les femmes, on valorise d'autres choses. Ben souvent, l'agenda pouvait être... la discussion pouvait dévier ou les réels besoins des femmes être peut-être moins mis de l'avant, puis ou que tu sais, mettons, un homme finissait par prendre le leadership sur dans un meeting. Oui, féministe. Exactement. Et on réalisait que parfois, pas toujours, mais à l'occasion, ça prend des moments pour nous réunir entre nous. Puis une façon d'illustrer cette situation-là, tu sais, on s'offusquerait pas de dire qu'une réunion syndicale doit se faire sans les patrons. Puis c'est sans dire que les hommes sont les patrons des femmes. Je veux dire, on vit des enjeux qui sont différents. Puis il faut pouvoir se réunir entre nous pour pouvoir en parler librement sans se sentir jugé. Tu sais, comme là, en ce moment, je dis ça. Je sais que votre podcast est écouté par des hommes, par des femmes, par des gens qui sont plus politisés, par des gens pour qui le féminisme, c'est un nouveau sujet. Puis je sais qu'il y a des gens qui sont pas à l'aise avec ce que je dis, puis qui pourraient me revenir là-dessus. Ils vont en avoir, là. Oui. J'imagine que ça va il va y avoir des dislikes sur la vidéo. Ça fait assez de temps que tu es sur les réseaux sociaux pour savoir ça. Oui. Mais je pourrais avoir envie, des fois, de parler plus librement. Tu sais, là, je pèse mes mots. Je fais attention, je mets des gants blancs. Je pourrais avoir envie, avec mes chums féministes, qu'on parle sans gants blancs, qu'on dise les vraies choses, puis après, tu sais, on formule quelque chose d'un peu plus nuancé. Puis on envoie une porte-parole. Oui, c'est ça. Comme dans un groupe à l'école. Oui, discutez entre vous, puis amenez-nous une porte-parole. Je veux pas avoir toutes vos idées. Oui, c'est ça, exactement. Sauf que l'analogie entre, mettons, les syndicalistes, puis on n'évitera pas les patrons, c'est un peu de dire... que les femmes sont unies, puis sont tous féministes, puis que les hommes ne le sont pas. Tandis que... C'est vraiment une métaphore, mais... Les principaux opposants, il y a des femmes pas féministes. Oui, puis il y a des hommes qui sont beaucoup plus féministes que bien des femmes. Oui, absolument. Tant qu'à moi, les clans, c'est beaucoup plus tous les gens qui considèrent que les femmes devraient avoir des droits égaux des hommes versus ceux qui le pensent pas. Puis dans ces groupes-là, il y a autant des femmes que des hommes, que des personnes de toutes sortes de minorités qui sont pas féministes. Oui, absolument. Puis même, parmi les féministes, on n'a pas toujours... On pourrait se réunir entre féministes, mais exclure des femmes, parce qu'on n'y a pas pensé. Classique, white feminist. Puis pas considérer leurs enjeux comme étant prioritaires. Puis ça veut pas dire que... Ça veut pas dire que c'est des règles claires et précises et sans nuances, là, je pense. Puis de là, l'importance aussi de dire que la non-mixité, c'est pas un mode de fonctionnement qui doit être permanent. C'est quelque chose que des fois, on peut-tu des fois se réunir entre nous? Puis je pense que les gens, rapidement, vont se sentent exclus puis sont pas à l'aise avec ça. Ouais. Puis effectivement, l'analogie patron-syndicat a fait pour un bout. Elle a ses limites. Mais en tout cas, la question reste intéressante, je trouve. Je sais que dans le véganisme, il y a un groupe Facebook, c'est comme pour que les véganes puissent ventiler entre eux. Ouais. Puis ce groupe-là, il est hardcore. Là. Ouais. J'imagine. Il est vraiment hardcore. Là. Ouais. Puis jamais... C'est la vegan police. Puis jamais de la vie, je voudrais que quelqu'un de mon entourage qui s'intéresse à mon mode de vie tombe sur cette page-là. Puis il considère que ça, c'est l'étalon qui détermine ce qu'est le véganisme. Mais c'est un excellent exemple. C'est que, tu sais,
je sais très bien que mes positions doivent être nuancées quand je les exprime à un grand public. Quand j'écris... Mettons, je te donne un autre exemple. Moi, dans mes chroniques, j'ai fait le choix de ne plus utiliser le mot patriarcat parce que c'est souvent mal compris, ça braque les gens. Les gens sont convaincus que j'haïs les hommes quand je dis ce mot-là. Et si j'écris dans un ouvrage universitaire de sociologie féministe, c'est une autre chose. C'est un concept qui est compris, qui est établi, que les gens savent d'où je pars. Mais c'est pareil avec ton groupe vegan, tu sais. Ouais. Genre, c'est quoi? What? Tu manges du miel? Mais c'est sûr qu'il y a des lieux où c'est plus... propice. Oui, comme aux discussion. extrêmes. Mais parfois, ces groupes-là, ça devient des terreaux de radicalisation. Mais oui, ça arrive, là, mais parce que des fois, tu t'en parles dans ton livre, puis c'est une situation que j'avais déjà lu l'article en question d'une fille qui était dans un groupe féministe, puis que le groupe, rapidement, la dynamique, c'était qu'il y avait 2-3 zélés qui prenaient complètement le contrôle puis qui shamaient toutes les autres femmes. Si t'avais déjà porté des dreads en 2002, tu sais, si tu te faisais ramasser. Oui, une intransigeance. C'est ça, l'intransigeance radicale, carrément. Puis là, l'ironie, c'est qu'on appelle ça des safe space, que parfois, puis j'imagine que j'oserais croire que c'est une minorité des fois, mais parfois, ça devient tout sauf safe. Oui, mais des safe space, ça demeure un safe space jusqu'à temps que ça ne le soit plus. Quand tu te sens plus à l'aise à cette place-là, puis sûrement que ça monte dans le fond, à quel point les dynamiques de pouvoir tendent à se reproduire. Puis dans ce safe space-là, des gens qui peut-être subissent des abus dans leur vie reproduisent ces abus-là, puis on n'a pas le contrôle là-dessus nécessairement. Mais il faut effectivement les nommer puis les dénoncer. Exact. Puis montrer que ça va trop loin, là. Ouais. Moi, je suis en train de... Dernièrement, je planche vraiment fort sur ma maîtrise. Puis où est-ce que je parle du véganisme en tant que tel, de l'activisme vegan, mais pas en montrant toutes les nuances d'activisme, puis en critiquant aussi certains agissements à l'intérieur. Puis moi, je me rappelle, j'étais allé à une vigile au Canada Goose, devant le Canada Goose, pour l'abolition de la fourrure, des fermes de fourrure. Puis il y en a dans ce groupe-là qui envoyait littéralement chier des gens qui passaient avec un manteau puis de la fourrure, sur leur manteau. Moi, ça m'a écœuré de ce genre de manifestation-là. Ça m'a écœuré de ce que ça représentait parce que je voyais toutes les autres qui tenaient une pancarte sans dire un mot, avec des faits, avec des trucs, qui faisaient ça ultra passivement, puis que la police était là, tout le monde chillait, c'était relax, puis t'avais 2-3 qui faisaient juste crier, puis le gars qui se fait crier après, là, il revient chez eux, il dit pas « Hey, il y avait une manif vraiment passive qui m'a sensibilisé. » Il dit « Laisse cette gang de calices de véganes qui m'ont crié après. » Jamais de la vie, ce gars-là ou cette personne-là va s'ouvrir à une opinion qui... Tu sais, il écoute tout le monde en parle, il va voir Jean-Philippe Cyr parler du véganisme, probablement la meilleure entrevue de tout le monde en parle, tu sais, puis il va juste faire « Ah non, un autre site vegan », alors que le message, puis même le messager, tout ça, c'est parfait là, si tu veux t'ouvrir à cette discussion-là. Mais là, lui, cette personne-là, ça va juste bloquer à cause de cet incident précis-là. Mais oui, puis tout son entourage aussi. Pendant le débat sur Slav, il y avait des critiques super légitimes qui étaient formulées à l'endroit du processus créatif. Mais tu avais des gens qui attendaient les spectateurs devant le théâtre en leur criant raciste. C'est sûr que c'est pas la meilleure façon de convaincre des gens que, la pauvre petite famille qui a reçu des billets de faveur pour aller voir Slav la première, puis qui s'est traité de raciste, ça n'a aucun sens. C'est ça. Puis même le spectateur qui dit moi, je vais aller me faire ma propre opinion, je vais aller voir c'est quoi. Il y a toutes sortes de raisons légitimes où des gens se placent sur un spectre plus ou moins politique. Puis, ça fait pas deux. Comme tu disais tantôt, il y a une différence entre dire t'es raciste puis ça, c'est raciste. C'est super différent. Puis c'est comme la meilleure façon de pas convaincre du monde, c'est de les accuser directement. Il faut être beaucoup plus astucieux que ça puis beaucoup plus stratégique, à mon avis. Il y avait des critiques, c'est ça, super valable, comme tu dis, du spectacle slave qui mérite réflexion. Mais il y a aussi une frange de ces militants-là qui utilisent d'utiliser ton droit de parole pour empêcher l'autre d'avoir son droit de parole, tant qu'à moi, c'est une ligne à ne pas franchir. Je suis pas d'accord parce que
jamais il a été question d'empêcher le droit de parole de qui que ce soit. Mais il y a des gens qui ont peut-être qu'il y a une personne qui a dit... En fait, il y a une personne qui était porte-parole d'un des groupes militants là, qui était à la manifestation qui a dit « on veut pas... Mais non, mais il y avait de la pression pour que le Festival de jazz annule le spectacle. Mais les militants, la majorité des militants n'ont pas demandé l'annulation du spectacle. Ouais, mais ça a été amalgamé à « on veut annuler le spectacle ». La majorité des militants disaient « on veut critiquer cet espace-là ». Puis quand tu disais, tu sais, je trouve ça dommage que ces gens-là utilisent leur temps de parole. Ils en ont déjà tellement peu que, tu sais, alors que quand on regardait les gens qui s'exprimaient sur Slave, dans les médias, une majorité, là, comme 90% étaient blancs. Ouais. Puis les 2-3 personnes racisées qui se sont exprimées vraiment dans l'espace public, parmi celles-là, il y avait Fabrice Ville qui venait d'être envoyé du journal Le Devoir puis qui a été rappelé en renfort pour s'exprimer sur cette polémique-là. Ça montre à quel point on a un problème de diversité. On a des médias blancs qui s'expriment sur des sujets qui touchent les communautés racisées. Tu sais, il y a vraiment une inégalité dans les tribunes. Fait qu'après ça, qu'on en pointe un du doigt puis qu'on dise il veut nous empêcher de parler alors qu'on est tellement en majorité puis qu'il n'y a personne qui va nous empêcher de parler. Dans les faits, c'est le festival qui a décidé pour des raisons. Ils n'ont pas eu le choix, là. Mais tu dis qu'ils n'ont pas eu le choix, mais... J'ai aucun problème avec le fait... de manifester. Aucun problème. Je pense que c'est essentiel dans la société. J'encourage ça. J'ai déjà manifesté moi-même. J'ai aucun problème avec le fait d'écrire une chronique, d'écrire un texte qui critique. Genre, je suis all-in, 100%. C'est juste à la seconde où est-ce qu'on dit on doit annuler ça, cette personne ne devrait pas parler, comme Mathieu Bocoté ne devrait pas même tenir son événement. Qui a dit ça, contre 100 000 qui ont dit le contraire. Fait qu'il y a aussi, il faut considérer le rapport des forces en présence. Puis la personne qui a dit ça a aucune crédibilité dans le sens... Puis je veux pas minimiser la portée de sa parole, mais c'est pas à cette personne-là qu'on donne du crédit. La raison pour laquelle le festival a annulé Slave, c'est pour des raisons stratégiques, commerciales. Il voulait pas avoir de troubles. Name it. À chaque fois qu'on prend la parole, on fait le calcul des coûts et bénéfices, puis on décide si oui ou non ça vaut la peine de s'exprimer. Je suis sûre que tu en fais l'expérience. Il y a plein de fois où tu te dis « Ah, j'aimerais ça publier ça, mais compte tenu que je m'adresse beaucoup de fois où est-ce que je fais pas ce que j'aimerais faire. Oui, exactement. C'est sûr qu'on s'auto-censure. Puis comme tu dis, des fois, on n'a pas le choix, mais on fait le choix de pas subir... Le festival est resté derrière Slave pendant longtemps, jusqu'à temps qu'il semble que là, ça débordait. Là, oui, puis qu'il y avait un regard international qui pouvait miner sa crédibilité à l'international. Ça devait avoir un lien, là. Mais sauf que, tu sais, des fois, dans les médias, les titres, c'était le show raciste slave, ou, tu sais, des fois, c'était très amalgamé aussi. C'était vraiment écrit ça? Ben, peut-être pas... Accusé de racisme ou accusé de... Peut-être pas New York Times, mais tu sais... tu sais, il y a un musicien qui a annulé son spectacle en raison de ça. Tu sais, moi, je me questionne... Mais c'est son choix. Oui, c'est son choix, mais je me questionne, est-ce que la décision est vraiment prise en connaissance de cause? Dans tout ce débat-là, peu de gens ont vu le spectacle. Mais tu sais, je comprends les critiques, puis à la limite, en fait, je suis d'accord avec les critiques, là, le fait qu'il devrait y avoir plus de personnes noires à l'intérieur, au sein de ce spectacle-là. Là. Puis tu sais, la première chose que Robert Lepage a fait, ben pas la première, là, il a commencé par... Laisser passer 2 semaines sans rien dire. Il restait chez eux dans son sous-sol, les portes barrées. Mais, il a commencé par strictement rien faire. OK, on va s'asseoir puis on va discuter. Tu sais. Oui, puis il y a eu une bonne attitude d'ouverture. Mais quand tu dis la plupart de ces gens-là n'ont pas vu le spectacle, je pense à Marie-Lou Craft qui a été la blogueuse qui a initié la réflexion sur Slave. Dans son texte, là, elle reconnaissait que sa critique portait sur le discours entourant le spectacle et non sur le spectacle qu'elle n'avait évidemment pas vu parce qu'il n'était pas diffusé, mais elle disait, quand on parle d'un spectacle, on est déjà en train de discourir sur ce qu'il est puis sur l'objet culturel. Après ça, elle a été
traînée dans la boue là, par des chroniqueurs qui ont tellement plus de pouvoir qu'elle. Mettons, Nathalie Petrovski là, l'a traité comme une espèce d'écervelée qui n'a pas vu le spectacle qui se permet de critiquer sans avoir vu, alors que Marie-Lou accuse cette affaire-là dans son texte. Et après ça, les gens ne lisent que Nathalie Petrovski parce qu'elle a beaucoup plus de pouvoir, une tribune beaucoup plus puissante. Et se font une idée de Marie-Lou Craft à travers le regard de Nathalie Petrovski qui était très sévère. Tu es déjà rendu au deuxième niveau de réflexion. Là. Absolument. Pour revenir à l'artiste qui a annulé son spectacle, je veux dire, c'est un choix personnel que tu peux faire. Lui, il s'est privé de revenus, s'est privé d'opportunités, s'est privé... Comment, après ça, on peut l'accuser? Puis ce que je trouve dommage, c'est que souvent, les personnes qui dénoncent ce qu'ils perçoivent comme des injustices en paient beaucoup plus le prix que ce qu'on voudrait croire, alors qu'on a l'impression que ces gens-là tirent des bénéfices ou font ça pour leur propre... pour se donner de la valeur ou pour... Je pense que ces gens-là font ça parce qu'ils vivent des injustices puis ils ont le besoin de les nommer. Fait qu'après ça, je trouve ça... Puis je trouve ça super important de considérer vraiment pas juste les mots qui sont dits, mais le pouvoir derrière ces mots-là. Les gens qui, tu sais, pour une personne, tu sais, la personne qui a dit les mots, genre, on aimerait mieux que le spectacle soit annulé, c'est un jeune homme noir, trans, racisé, il y a zéro impact, lui, dans quoi que ce soit. Puis, hey, c'est-tu quoi? Une autre affaire qui est arrivée, lui, il était invité, Lucas Charlie Rose, il était invité à Tout le monde en parle pour parler de ça avec Betty Bonifaci. Son invitation, il a été désinvité. Il n'y a personne qui a fait un scandale avec ça, alors mais il y a eu quelqu'un, il y avait une femme qui représentait le mouvement quand même. Oui, mais comment ça se fait qu'on dit on préfère donner la parole à une femme qui a adhéré à la proposition de Betty Bonifaci qu'à quelqu'un qui est encore... Contre. Qui a encore des critiques à formuler à cet endroit-là. Il y a quand même quelque chose là-dedans. Je suis d'accord. Les gens qui font ces décisions-là, qui prennent ces décisions-là, ont un pouvoir de mettre de l'avant des perspectives, dont celle qui est caricaturée puis qui est vue comme étant extrême. On lui a pas donné l'occasion d'aller expliquer ses préoccupations à une émission qui est une très grande tribune. Donc, je trouve qu'il faut faire attention quand on évalue les discours, de mesurer le pouvoir des acteurs. C'est peut-être un peu le même principe que quand, mettons, tu lis des commentaires sur une photo, puis c'est le commentaire agressif, négatif, qui te saute au visage en premier. Tu sais. Les commentaires nuancés, eux autres, tu y penses moins. Là, il y a les algorithmes qui entrent en ligne de compte. Parce que, tu sais, mettons, sur Facebook, les commentaires les plus populaires, les plus likés arrivent en premier. Ça dit quelque chose sur nous, tu sais. C'est intéressant à observer. Mais des fois, c'est les plus extrêmes. Mais l'algorithme étant fait comme il est, mais c'est souvent les conflits qui reviennent en premier. En sortant de la question de Slav, moi, ce qui me dérange, dans le fond, souvent, ce que j'observe, c'est quand il y a des gens qui embarquent dans des mouvements ou dans des événements, puis qui prennent position, puis que certaines personnes, c'est pas tout le monde qui a la réflexion aussi aboutie ou nuancée ou, ou à point que, mettons, la Marie-Lou dont tu parles. Puis des fois, ça crée des aberrations. Mettons, récemment aux États-Unis, c'était les petits gars avec leur casquette MAGA, là, que là, dans le court extrait, ils semblaient se moquer d'une personne autochtone. Ça fait le tour des réseaux sociaux. Tout le monde se braque. Il y a des acteurs, des personnalités aux États-Unis qui tweetent « Donnez-moi leur nom, on va les shamer en public, nanana. » Ça va très, très loin. Puis là, finalement, oups, quand tu écoutes la vidéo complète, tu te rends compte que le contexte, c'est pas du tout ça. Puis que ces petits gars-là, ils n'ont rien demandé puis ils n'ont pas vraiment rien fait de mal non plus, tu sais. Puis là, on s'excuse. Puis New York Times même, on s'excuse, on savait pas. À la lumière de nouvelles informations. Le vidéo complet, il est toujours existé. T'sais. Il est un peu tard, par exemple, une fois que c'est fait. C'est ça. Moi, des situations comme ça, je me dis, OK, tout le monde est embarqué dans le train. Tout le monde est sauté dans le train sans faire l'analyse, sans réfléchir. Puis ça allait beaucoup trop loin. Ces petits gars-là, ils ont dû vivre une détresse.
c'est des petits gars, c'est des petits pro-Trump blancs, américains, ados, auxquels on n'a aucune sympathie à la base. On n'a pas de sympathie tu dis ça, mais t'as beaucoup plus d'empathie, on dirait, pour ces jeunes-là que pour Marie-Lou. Non. Dans ton discours en ce moment, ben oui, parce que tu prends leur défense, tu dis ils ont été mal représentés. Marie-Lou aussi a été mal représentée. Oui, je critique ça aussi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est... Oui, toi, peut-être, mais tu sais, je veux dire... Reconnaissons que ces jeunes garçons-là qui ont l'air gentils, malgré leur casquette, ils ont l'air... Ils reçoivent beaucoup plus l'empathie. J'ai l'impression que Marie-Lou, qui est comme pognée avec le fait qu'elle soit associée, malgré elle, à des discours dont elle n'est pas responsable. Mais je fais pas le... Je voulais pas te prendre en défaut. Non, mais... Je voulais juste faire remarquer qu'on a tendance à... J'ai autant d'empathie pour Marie-Lou, honnêtement. Oui. Mais en tant que société, je crois le New York Times n'est pas excusé personne. Là, comment? Le New York Times, l'équivalent du New York Times n'a pas fait l'apologie de Marie-Lou dans un... C'est ça, il n'y a pas eu d'excuse. Tu sais, puis... moi, j'en ai entendu beaucoup parler de ce revers de la médaille-là, comme quoi, puis ça a été ultra instrumentalisé pour discréditer les social justice warriors, pour dire que sont encore une fois allés trop loin, que c'est important de regarder le revers de la médaille. Je vois pas, non, tu sais, je trouve qu'il y a la critique à l'inverse cette affaire aussi, là. Souvent, on reproche des faits à des personnes, des militants de gauche, puis on regarde pas le revers de la médaille, puis on n'a pas... Il n'y a pas d'excuse des médias d'avoir mal présenté une situation. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'empathie pour ces jeunes hommes-là que je ne vois pas nécessairement pour des militants de gauche. OK. Mais je m'excuse. Je voulais pas dire que tu avais plus d'empathie pour eux que pour Marie-Lou. Non, mais je pense qu'on s'est peut-être mal compris parce que moi, je veux dire, les critiques pour Slav, je les comprends, puis je les, à la limite, je les supporte, là. Tu sais, je comprends les critiques de fond, sauf que je suis convaincu que dans ce mouvement-là, comme dans tous les mouvements, certaines personnes qui embarquent dans le train sans trop réfléchir, puis qui raciste, puis qui collent des étiquettes au monde, puis Mais de la même façon qu'on dit « Hey, je peux pas croire que Manon Mancé veut qu'on dise matrimoine! » Exact. C'est la même chose. Fait que je pense que des deux côtés, il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut faire attention à nos perceptions, puis nuancer, mais... Il faut réfléchir, puis il faut savoir c'est quoi les faits dans une situation, dans toutes les situations. Absolument. Je sais pas, parce que tout ça ramène un peu au point initial qui était de dire qu'on a pu, en tant que société, le désir d'aller en profondeur d'approfondir notre idée avant de prendre position. Puis je sais pas qu'est-ce qui serait une meilleure façon de partager l'information. Tu sais, en fait, maintenant, avec qui lit un article après avoir vu un titre qui moi, frappe? quand même. Ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, en termes il y en a beaucoup de gens qui masse, commentent. tu sais, moi aussi, j'essaie le plus possible, mais souvent, tu scrolls ton feed, t'as un article. Tu sais, l'affaire de... On en parlait avec Patrick Sénécal, là. L'auteur qui est accusé de pédophilie. De pédophilie, là, ouais, c'est ça. Distribution de pornographie juvénile. Lui, le titre de l'article... je pense que c'est important de mettre les nuances. Ouais, le titre de l'article, c'était un auteur accusé de distribution de pornographie juvénile sans rien d'autre. Oui. Sans rien d'autre. On a l'impression que c'est T'as l'impression que le gars, il avait des terabytes de kiddie porn sur son ordi, là, tu sais, puis il partageait ça à tout le monde, là, sur le dark web. Alors que quand tu lis l'article, c'est tellement pas ça. Oui. Puis j'ai l'impression, ça c'est juste un exemple, un microcosme de quelque chose de beaucoup plus gros. Puis on se fait une opinion en fonction de... Oui, effectivement. Quelqu'un lit ça. Là, puis malgré nous, j'ai l'impression, parce que même moi, je vais jamais commenter un article sans l'avoir lu. Ouais. Par contre, comme tu dis, tu scrolls ton fil, tu vois ça passer. Tu cliques pas sur tous les articles que tu vois. Tu cliques pas sur tous les articles et effectivement, on se fait une vision du monde à partir d'articles qui sont de titres qui sont bien souvent des clickbait. Exact. Puis on est tous victimes de ça. J'imagine que toi, quand t'écris, t'essaies de... On est tous coupables. On est tous coupables, exactement. Toi, tu dois réfléchir à ton titre, là, parce que... Oui, mais je suis pas très habile, pour être honnête, parce qu'on n'a pas... à un moment donné, mon pupitreur m'expliquait que notre titre, là, vraiment, on a le droit à 3-4 mots. Là. Fait que des fois, c'est plus comme...
le mieux que je peux. Là. Le mieux que Fait tu que, peux, je suis pas très forte dans le clickbait. Ouais. Je pourrais faire mieux. Ben, T'aurais change avantage pas, à faire change mieux. pas. Non, t'aurais avantage à faire mieux. Ta tribune serait plus grande. Oui, c'est ça. Oui, ouais. Sauf que ça... Je l'ai fait récemment. Mais Ouais. J'ai je pense écrit- qu'il y a une limite, une mince ligne à marcher, j'ai l'impression. Ouais. Parce que si on va tout le temps dans des types plus chocs puis plus Ouais. punchés, tout ça, ça contribue encore à la Non, c'est polarisation. ça. Non, je veux Ouais, pas c'est contribuer à ça. Mais tu sais, en même temps, tu veux pas utiliser les armes de tes adversaires, mais en même temps, eux, ils les utilisent. Ouais, C'est Là, ça, fait que tu veux quand même. C'est ça, exact. Comment tu veux tu veux avoir. pas être complètement perdant là, dans amener la un situation. couteau à un combat à Pour- pistolet. Là. Si on reparle de Mathieu Bock-Côté, là, quand ce gars-là commençait à écrire, là, il y a une couple d'années, là, c'était peut-être... ça fait plusieurs années qu'il était au Journal de Montréal. Tu sais, puis même avant ça, il écrivait dans d'autres tribunes. Puis, tu sais, c'était des longs articles, là, tu sais, étoffés, avec de la nuance, puis avec, tu sais, un titre... puis tu vois ce gars-là, là, clairement, avec le temps, il s'est dit, il n'y a personne qui lit mes affaires. Fait que faut que je... Tu punches au début. Fait qu'il est rendu une ouais. caricature de lui-même, puis il a écrit un gros titre choc avec quelques petites phrases punchées, puis c'est ça son article, puis c'est comme... Les sous-titres dans le Ouais. Journal de Montréal, Ouais. mais ça fait partie de leur format. Là. Je Mhm. pense pas que ce soit nécessairement lui qui décide d'écrire comme ça, mais des fois, les sous-titres, j'y trouve tellement racoleurs. Là. En tout cas, moi, l'impression que c'est juste ce gars-là, il a juste abandonné la réflexion, ou du moins dans ce média-là, pour des trucs punchés populistes, là, mettons. Ben, je pense que tu sais, on n'y échappe pas là, quand on rejoint un média. C'est très difficile pour de vrai de garder totalement son authenticité Mhm. puis Ouais. sa couleur. Tu sais. Je pense qu'il y a beaucoup de... On hérite beaucoup des façons de faire déjà de ce média-là. À Métro, pour de vrai, je le sens pas tant que ça. Tu sais, à part que j'ai un format très, très réduit, là, j'ai 500 mots. Ça va Dans vite, ma chronique, 500 ça mots. va vite. Puis même, en fait, c'est 400, mais genre, moi, j'étire tout le temps jusqu'à 500. Mais tu sais, c'est... Tu descends le fun de Oui, c'est ça. écrit à 11 à la place de 12. Oui, c'est ça. Fait que on fait avec le format dans lequel on écrit, puis on sait à quel public on s'adresse. Puis, tu sais, moi, j'apprends de ça, effectivement. Comme je disais tantôt, il y a des mots que j'utilise plus, sans devenir populiste, mais à essayer d'être toujours accessible. C'est un médium quand même populaire, là, le journal. Puis, tu sais, c'est un gratuit distribué dans le métro. Plus précisément, là, on rejoint vraiment tout le monde. Donc, mais récemment, j'ai réussi à faire un titre un peu Clickbait. clickbait. Mon titre, c'était un symbole d'oppression Je l'ai lu, ouais, c'est bon. sur le soutien-gorge. Mais tu sais, dans les temps qui courent, c'est une expression qu'on utilise beaucoup pour parler du voile. Ouais. Ouais, C'est un c'est- buzzword. Ouais, c'est ça. Mais l'article est une métaphore aussi. Oui. Je dois l'avouer, mais en même temps, je trouve que c'est des réalités, le voile et le soutien-gorge qui se comparent pas, pour de vrai. Mhm. Et c'est la raison pour laquelle j'utilise jamais le mot voile dans mon article. Je trouve que c'est vraiment deux réalités différentes, sauf que je pense que quand on dit que le voile est un symbole d'oppression, on omet de reconnaître chez nous nos symboles d'oppression à cause qu'ils appartiennent à notre culture. Ils nous choquent moins, mais je veux dire, les talons hauts, là, le soutien-gorge, le maquillage, c'est autant de symboles qui peuvent être des symboles d'oppression. Puis ça veut pas dire, quand on nomme quelque chose comme un symbole d'oppression, que c'est quelque chose à abolir. Ça veut juste dire qu'il faut reconnaître que ça peut en être un. Puis ça peut ne pas l'être aussi, tu sais. Ouais. Je peux me maquiller pour toutes sortes de raisons. Ça veut pas dire que je suis une conne soumise aux dictatures du patriarcat, là. Ça veut juste dire que c'est des choix qu'on fait dans une société qui sont influencés par la culture. Ça veut pas dire qu'on est des victimes là-dedans, mais il faut reconnaître qu'on fait pas ça, on se lève pas un matin en se maquillant parce qu'il y a aucune oppression sociale, puis tu sais, il y a des raisons pour lesquelles on fait ça. C'est clair. Puis il y a C'est les normes, c'est les il y a codes. des gens qui sont forcés de porter des soutiens-gorge. Fait que, tu sais, à partir Ouais. de là, est-ce qu'on est une société moins féministe parce que dans certains... Parce qu'il y a des femmes qui sont forcées de porter des soutiens-gorge, alors que là, on est vraiment, vraiment prêt à juger facilement là, les cultures chez qui il y a une pression pour porter le voile. Je trouve qu'il y a un 2 poids, 2 mesures. Ouais, il y a un double standard Mhm. dans ça. J'avais jamais pris connaissance de ça, effectivement. C'est vraiment intéressant. C'est la seule chose qui dérange, en fait, c'est que le voile soit...
Tu sais, le soutien-gorge, c'est, comment dire, une norme culturelle, si on veut, ou tu sais, tandis que mais c'est pas un symbole religieux. Ben, c'est exactement la raison pour laquelle je disais qu'on peut pas La comparer. comparaison n'est pas exacte. Vraiment, la comparaison s'arrête là parce que moi, je trouve que le fait que ce soit un symbole religieux ajoute une couche de ça rend ça inscrit la question dans les droits fondamentaux, déjà, en partant, parce que c'est un droit fondamental de pratiquer sa religion. Mais ça fait aussi que, on évacue le fait que le voile puisse être également, en plus d'être un objet religieux, puisse être également un objet culturel. Ouais. Puis je suis pas mal certaine Beaucoup que... plus, en fait. Oui, puis je suis pas mal certaine qu'il y a des femmes qui portent le voile pour toutes sortes de raisons qui sont peut-être même pas religieuses, tu sais. C'est peut-être malhabile, là, mais une façon que j'essaie de voir, que j'essaie de comprendre ça des fois, c'est, mettons que j'avais grandi dans une culture où les femmes, à partir d'un certain âge, portent le voile. De la même façon où j'ai grandi dans une culture où, à partir d'un certain âge, les filles, on cache notre poitrine. Si j'étais dans un environnement où on me forçait à pas cacher ma poitrine, je serais pas à l'aise. Mais peut-être que pour ces femmes-là, montrer ses cheveux après 20 ans, c'est comme... C'est gênant. Je sais pas. Je sais pas. Je suis pas dans leur peau, visiblement. Mais tu sais, je me dis, il y a quelque chose qui va au-delà de... Peut-être c'est pas juste religieux, puis c'est... Moi, je suis pas spécialiste, rien, là, puis c'est vraiment une impression, mais j'ai vraiment l'impression que la majorité des gens qui portent le voile, surtout, mettons, au Québec, ils le font par appartenance à leur culture, plutôt que par vraiment conviction religieuse. Là. J'ai vraiment cette impression-là. Tu sais, c'est ça. Comme tu dis, si tu grandis, on s'attache là, au quartier dans lequel on grandit, aux gens qui... Aux traditions. Puis c'est plus une tradition... Moi, je pense que c'est plus une tradition culturelle. Encore là, dans des cas où certaines personnes seraient forcées de faire quoi que ce soit, ben là aussi, c'est pas correct. Là, non, c'est ça. Puis en même temps, nous, on juge que ces personnes-là sont forcées de porter quelque chose avec notre regard d'occidentaux. Mais moi, je suis forcée de faire des affaires. Je m'en rends pas compte parce que c'est ancré trop loin. C'est tellement ancré dans ma culture que je le questionne pas. Pareil comme on mange des animaux puis tout en dénonçant la cruauté envers les chats et les chiens, on réalise pas que c'est la même affaire. Mais j'ai oublié où est-ce que j'allais avec ça. Mais... c'est quand tu t'habitues à quelque chose, je pense que c'était ça le point principal. Quand tu t'habitues à quelque chose, après ça, ça devient en toi, puis c'est plus nécessairement un statement religieux ou politique. Ou quoi exactement. Que ce soit. Mais un autre élément aussi, c'est que même s'il y a des femmes qui sont forcées vraiment là, à porter le voile, que genre sinon leur mari les bat, là, mettons. Là, on dirait que j'ai dit ça en minimisant la situation parce que je voulais plus ridiculiser. Mettons qu'ils se font battre. Là. C'est se plaignent que mon mari me bat. Bon, vous comprenez où est-ce que je veux en venir. Mais mettons qu'il y a des femmes qui, effectivement, vivent une obligation là, de porter le voile. Est-ce que ça va vraiment les aider de leur interdire l'accès à des postes, à un travail qui est le travail, généralement, un vecteur d'émancipation sociale, d'intégration. Est-ce que ces femmes-là, on va les aider en les cantonnant dans des écoles privées islamiques? Est-ce qu'on va vraiment leur rendre service? Puis déjà, cette idée-là de sauver les femmes, là, c'est très instrumentalisé comme étant une position féministe, mais pour de vrai, c'est très paternaliste. Puis ça n'a rien de féministe. À mon avis, je trouve que c'est pas... puis je sais qu'il y a des féministes pour qui le voile est vraiment un symbole d'oppression à combattre, mais je trouve que de prendre pour acquis que des femmes sont pas capables de prendre des décisions pour elles-mêmes, c'est loin d'être féministe. C'est très infantilisant. Moi, tu vois, c'est un débat auquel je m'en crisse un peu. OK. Dans la réalité, tant mieux, man. Non, mais c'est parce que c'est vrai que c'est pas important. Non, c'est ça l'affaire. On fait comme si c'était... C'est tellement un énorme débat au Québec, oui. puis on s'en crisse tellement, dans le fond. Oui. On parle pas d'environnement dans ce temps-là. Moi, je me crisse pas des victimes du projet de loi qu'il y a en ce moment, mais je trouve que c'est tellement pas le plus... Il y a pas d'enjeu là, pour moi en ce moment
autour des gens qui portent le voile, il y a un enjeu. Il y a des enjeux C'est ça. environnementaux Ah, qui sont bien plus urgents. Puis on le voit là, en ce moment. Là. Il y a Ouais. des inondations, il y a des gens qui souffrent, il y a des victimes de ça. Puis on le sait que c'est à cause de nous. Puis on fait pas 1+1. Là. Mais ça, c'est une technique Ouais. politique Ouais, vieille ouais. comme le monde De de diversion. détourner le regard de Ouais. Ah, il y a un problème. Ouais, mais ça, Ouais. ça Pas c'est qu'il un y vrai sert. problème. Tu sais. Ouais. Créer une crise avec pas grand-chose. là. Ouais, Absolument. ben oui, mais ça. Ouais. Mais ça. Ouais. Tantôt, on parlait, on changeait un peu de sujet. Là. Tu parlais de quand tu incarnes une cause ou quand tu prends parole dans une cause, les gens te voient un peu comme sur un piédestal moral. là. Mhm. Je me rappelle plus l'expression exacte que tu as utilisée tout à l'heure. Mais quand tu es sur cette espèce de. Quand les personnes te voient ta position comme supérieure à la leur, se sentent attaquées Mhm. par ça, moi, j'ai remarqué un réflexe direct de vouloir trouver une faille Mhm. automatiquement Mhm. dans n'importe quelle autre sphère Ouais. de ta rhétorique. Ouais. Puis ça, j'imagine que toi, tu dois le vivre constamment. Du monde qui essaie de trouver ah ouais, là, pour la cause des femmes, hein, mais telle affaire. Ouais. Puis, Genre, t'es féministe, mais tu te maquilles. Ouais, ou c'est ça, t'es exact. vegan, mais genre. je sais moi, pas, ouais. mettons, t'es vegan, mais t'es vegan, tu dis que c'est bon pour l'environnement, mais tu prends l'avion. Oui, je Ouais. comprends. Je comprends. Wow. Je dis Toi, tu prends pas que l'avion d'abord. le véganisme, c'est mieux pour l'environnement, mais en même temps, je pense C'est- jamais. T'es pas en train t'sais, de t'élever en pureté ouais, c'est ça. Puis environnementale. ça, moi, je trouve ça extrêmement difficile à soutenir. Puis ça Mhm. m'amène à la question que je voulais te poser par rapport à l'activisme durable. Mhm. Comment tu fais pour perdurer dans le temps? Parce que un des activistes véganes qui était le plus central, Gary Yourofsky, il a juste pris sa retraite jeune de Mhm. l'activisme parce que lui, il était plus capable de gérer cette espèce de toujours devoir se justifier pour tous ses comportements Mhm. parce qu'il prenait position pour une cause précise. Tu sais. Mhm. Comment tu vois ça, toi? Est-ce que ça t'étourdit? Est-ce que ça t'essouffle? Est-ce que ça t'épuise? Ben, moi, j'ai pris une pause de ma chronique au Journal Métro il y a 2 ans. Ouais. J'étais en burn-out. Là, Ouais. J'étais vraiment épuisée. Je me sentais incomprise. Puis je trouvais... Bon, il y avait toutes sortes d'éléments là-dedans. Mais, puis je suis revenue 2 ans plus tard avec une autre attitude, une autre perspective. Puis il y a quelqu'un qui m'a fait comprendre la différence entre la colère et l'indignation. Puis moi, ça m'a aidée, là. Mhm. La colère, c'est une indignation très, très, très violente que tu retournes contre toi. Puis l'indignation, c'est la capacité de trouver qu'il y a des injustices qui n'ont pas d'allure. Moi, j'étais en colère. J'étais vraiment dans la colère. J'étais affectée par les injustices. Ça venait me miner mon moral. Ça rendait c'était un poison, tu sais, la colère. Puis j'ai transformé ça. Je pense je pense que ça venait me chercher pour des raisons qui m'appartiennent, que j'ai réglées avec ma psychothérapie. Puis ça m'a permis d'avoir une perspective nouvelle sur ces injustices-là, de les voir, de les constater sans qu'elles viennent m'atteindre personnellement. Mais je suis pas sûre que ça répond à ta question parce que ta question, c'est... Donc, moi, ça me permet Non, mais continue. d'aborder les enjeux sociaux de cette manière-là, peut-être Ouais. un peu plus détaché, Ouais, c'est ça. sans être détaché totalement, dans le sens que je continue à les voir, puis je continue à les dénoncer. Tantôt, tu me demandais si je pouvais écouter Occupation Ouais, Double avant qu'on se mette à tourner, là. Ça, je me demandais. en laissant tomber ma grille d'analyse Ouais. féministe, et Ouais. ma réponse fut non. Ouais. Mais j'ai quand même eu beaucoup de plaisir à regarder À tous les l'écouter. épisodes d'Occupation Tu me Double. disais que ça n'a pas nécessairement le besoin d'écrire un article sur chaque Exactement. situation problématique que tu Non, as. exactement. Puis, mais quant à cette réalité-là où on se fait pointer nos failles, ce que je réalise de plus en plus, c'est, étant donné qu'il y a des gens qui me confèrent une autorité en matière de féminisme ou de Mhm. droits LGBT, des fois, ils vont se sentir pas à l'aise avec moi d'aborder certains enjeux ou de parler de certaines choses ou
Ben moi aussi, même, ça va m'arriver, par exemple, avec des militants antiracistes, d'avoir peur d'être inadéquate ou de... Je le vis, moi aussi, fait que je comprends c'est quoi. D'avoir peur de faire des faux pas ou de... Mais je pense qu'à partir du moment où on reconnaît que c'est une possibilité, on n'est pas parfait, on a le droit d'être imparfait, c'est totalement légitime. Ça se peut que je sois maladroite pour aborder des enjeux qui ne me concernent pas personnellement ou même pour aborder des enjeux qui me concernent personnellement, mais que je n'ai pas intellectualisé de la même façon que toi. À partir du moment où on reconnaît qu'on a le droit d'être imparfait, je pense que ça allège un peu le fardeau. Hein. Oui, absolument. Puis, mais c'est vrai que c'est difficile à être... porter toujours ces causes-là, ça vient avec un regard sur nous, ça vient avec des gens qui, effectivement, tentent de nous discréditer de toutes les façons possibles, qui décèlent nos contradictions pour invalider nos postures. Puis, c'est ça. Est-ce que concrètement, au jour le jour, tu as changé des choses dans ce que tu fais pour ta santé mentale? Plein de choses. Ouais. Vraiment, mais tu sais, dans les 2 dernières années, là, ça a été vraiment un processus. Mettons, la place que les réseaux sociaux occupent dans nos vies, on commence à mesurer le fait que ça a un impact sur notre santé mentale. Ouais, définitivement. Fait que j'ai pris une distance par rapport aux réseaux sociaux. Une façon d'y arriver, j'ai recommencé à lire des romans. C'est con, mais tu sais, on passe notre journée devant des écrans. Quand je passe 1 heure à lire un roman, j'ai l'impression d'être allée ailleurs. Ça, c'est un exemple. Tu sais, j'ai toujours été super active. Fait que je fais de la course puis du yoga. Tu sais que les sports, ça crée des endorphines puis ça permet de... Moi, j'ai besoin de ça. J'imagine qu'en quittant la compétition, tu l'as ressenti que ça te manquait. Oui, mais hein. Puis, tu sais, il a fallu que je me trouve des objectifs pour être capable de me motiver parce que c'est comme ça que je fonctionne. Là. Sauf que d'être capable de juste mettre à off pendant 2 heures mon cerveau, je reviens chez nous, puis je suis moins fatigué qu'avant d'être allé. Oui, ça énergie. Puis c'est la charge mentale, vraiment, de ce... Je croyais pas que ça allait être comme ça, tu sais. Je croyais pas que, mettons, prendre position, ça allait être de même. Ça allait être de devenir une espèce de devoir constamment être en interaction avec les gens. Une autre chose que j'ai changé par rapport à, justement, mon interaction avec les gens, c'est de faire plus de place à l'empathie. Quand les gens sont pas d'accord avec moi sur les réseaux sociaux puis vont me manifester d'une manière parfois agressive, j'essaie d'avoir de l'empathie puis de me dire, ben cette personne-là souffre. T'envoies pas chier quelqu'un de manière agressive s'il n'y a pas une part de souffrance, là, je pense. Ouais. Cette personne-là souffre, puis ses souffrances va identifier, mettons, que ses souffrances sont à cause des féministes ou à cause des femmes. Bon, peut-être que c'est pas les bonnes... Il n'a pas identifié les bonnes causes. Les bonnes sources à sa souffrance, mais sa souffrance, elle est légitime. Puis de comprendre ça me permet d'avoir plus d'empathie envers cette personne-là puis de lui répondre. Parce que l'agressivité suscite l'agressivité. Moi, si j'y réponds sans être agressive, je désamorce rapidement la situation. Maintenant, je peux pas être la travailleuse sociale du web et répondre avec empathie à tout le monde, mais des fois, je le fais, puis c'est ressourçant, mine de rien. Une catharsis pour toi. Oui. Une autre chose que je fais qui a changé, c'est avec les réseaux sociaux, on compte beaucoup là-dessus pour notre vie sociale, puis surtout dans le domaine des idées. J'ai réalisé qu'il y avait un grand bénéfice à rencontrer les gens en personne, puis vous le faites avec votre podcast, mais je pense que c'est super sain, puis ça aide à nuancer beaucoup les choses. On se rend compte qu'il y a plus de points communs que de terrains communs qu'on avec beaucoup de monde, avec des opinions divergentes. Puis ça nous permet d'être réellement reliés, ce que vraiment les réseaux sociaux nous donnent une illusion d'être reliés alors qu'on ne l'est vraiment pas. C'est des choses comme ça que j'ai mises en place, mais il y a des éléments là-dedans qui sont très concrets. Est-ce que tu fermes les réseaux sociaux à partir d'une heure? J'ai pas de règles par rapport à ça. Par contre, quand j'ai quitté ma chronique au Journal Métro, pendant comme 2 mois, j'ai pas été sur les réseaux sociaux, j'ai rien publié presque. Puis ça a comme fait une zone tampon, puis j'ai plus jamais eu la même attitude par rapport aux réseaux sociaux. Naturellement, tu sais,
je pense que j'ai cassé une habitude où tu sais, justement, tu disais, je ressens pas le besoin de m'indigner sur tous les éléments. Il y a 2 ans, je t'aurais pas dit ça. C'est comme une dépendance que tu fais un sevrage puis tu te rends compte que tu étais dépendant puis tu ne savais pas. C'est ça. Moi, je fais un exemple, mais quand je suis allé 2 semaines au Pérou dans les montagnes, pas d'Internet, tu te rends compte en maudit à quel point tu es habitué d'avoir Internet tout le temps. C'est pas grave de ne pas l'avoir. Tu as l'impression de redevenir un humain, de redevenir toi, d'avoir des idées. Tu as vraiment l'impression... Moi, sérieux, ça... Faut dire que tu étais sur l'acide pendant 2 semaines. Ah, OK. Non, mais moi, ça m'a vraiment fait réaliser à quel point, tu sais, il y a full de positif, les réseaux sociaux. Je dis pas que j'en retournerai en arrière. Ça, on n'est pas en train d'avoir un discours. Il faut apprendre à bien les utiliser puis à pas devenir fou avec ça parce que ça rend fou. Il y a de plus en plus d'études. Je dis il y a de plus en plus d'études. Je pense qu'on commence à voir que les réseaux sociaux agissent un peu comme une dépendance. Tu sais, les likes, là, ça sécrète, ça nous fait sécréter de la dopamine. Que je suis coupable de ne pas avoir lu. Oui, c'est ça. Mais on peut imaginer qu'effectivement, ça envoie... C'est une hypothèse ça joue avec le système de récompense, puis quand on n'en a pas, on est comme « Ah, j'en veux! » Tu sais, je pense que ça joue dans les mêmes zones du cerveau, puis effectivement, faut qu'on se gère. Vraiment. Instagram ont eu une drôle d'idée, puis ils l'ont enlevé, probablement parce qu'ils ont remarqué que c'était une drôle d'idée. Et à chaque fin de la semaine, ils t'envoyaient une notification avec le temps que tu avais passé sur Instagram cette moi, semaine-là. mon téléphone le fait. Le téléphone le fait, mais là, c'était Instagram qui le faisait. Okay. Moi, j'ai reçu la première notification. J'ai paniqué. J'ai remis en question ma vie au complet. En plus, c'était pendant le temps des fêtes. Fait que pendant 2 semaines, pendant le temps des fêtes, j'ai laissé mon cell dans ma poche. Quand je suis revenu du temps des fêtes, j'ai fait OK, voici comment je vais fonctionner à partir de maintenant. Parce que juste cette notification-là m'a effrayé. Je me suis dit, le temps que... Puis, quel pourcentage du temps que j'étais là-dessus, est-ce que j'étais vraiment en train de faire quelque chose? Que tu étais vraiment engagé. Engagé à faire de quoi? De constructif, de productif? Non, combien de temps on passe à être juste... À refresher le feed et avoir tout le temps la même photo parce qu'il n'y a pas de nouvelles affaires. Tu sais, on n'est plus capable d'attendre. On n'est plus capable... Moi, ma mère me disait toujours... Arrange-toi toujours pour avoir un livre avec toi parce que tu veux pas attendre. Ma mère est TDAH, là, fait qu'elle aimait pas ça, attendre, mettons, à la salle d'attente. Mais là, on a le téléphone, puis c'est tellement improductif, là. C'est... En tout cas, j'essaie de... Mais c'est ça, c'est de prendre connaissance de ça puis de remplacer ça. Tu sais, des fois, tu dis « Ah, j'ai juste 15 minutes à tuer. » Man, le nombre de choses que tu peux faire en 15 minutes qui sont plus hautes que de checker des photos sur Instagram, là, pour de vrai, c'est beaucoup de choses. C'est comme un combat, faut comme tout le temps se rappeler de genre, OK, là, j'ai pas besoin de... 15 minutes, je le regarde. C'est comme t'accro à la poudre, mais tout le temps avoir un petit sachet dans ta poche. Oui, c'est ça. C'est ça, là. Complètement. Je sais pas où t'es allé chercher cet exemple-là. C'est l'enfer. Pareil. Il y a quelque chose d'autre. Puis là, je fais juste te lancer des trucs parce que je veux avoir ton opinion sur certaines affaires. Par rapport au véganisme, une fois que tu prends connaissance du concept du spécisme, puis que tu le trouves légitime, fait que tu peux savoir c'est quoi, donc de considérer des espèces différentes de d'autres espèces. Mais si tu le juges légitime, comme moi, c'est mon cas, puis de dire les humains, on est une espèce animale comme le cochon. Une fois que tu juges ça légitime, comment tu peux vivre en sachant ce qui se passe? Moi, c'est ça ma question, parce que je me force moi-même à dire c'est pas si grave que ça. Parce que sinon tu peux pas vivre dans ce monde-là. C'est impossible. Tu peux pas vivre dans un monde où tous tes pères sont des criminels. Exact, c'est ça. C'est ça parce que... Moi, j'en avais parlé à Élise Saunier, qui est... Élise Desaulniers, excuse-moi. Excuse-moi, Élise. Élise Desaulniers, qui est directrice de la SPCA. Puis qui est une sommité végane. Exactement. Tu sais, comment tu peux être une militante végane puis accepter vivre que dans ce monde-là. tes semblables sont ce que tu considères un peu comme des tueurs. Des tueurs en série, des meurtriers massifs. C'est un peu la même position, mettons, que les personnes pro-vie ont, là, dans un sens. Comme les personnes qui sont contre l'avortement, ils considèrent que ceux qui ont eu des avortements, c'est des tueurs.
je sais pas comment on arrive à réconcilier ça. Moi, personnellement, j'adhère à la thèse. Ouais. Je continue à consommer des produits animaux puis des œufs, Comment est-ce que tu le fais si tu adhères à... c'est ça ma question. C'est parce que... Mais je pense que c'est très culturel. C'est tellement... Je pense que c'est beaucoup plus ancré dans notre culture de consommer ces produits-là sans se questionner. T'sais, on a donné des noms différents. On dit pas qu'on mange du cochon, on dit qu'on mange du porc. Puis, ça, c'est juste un exemple, mais ils ont tous été... Bacon, poulet. Contrefilet, non, c'est ça. Puis, tu sais, je pense que il faut plutôt faire le chemin à l'inverse. C'est beaucoup plus difficile de se rappeler à chaque fois qu'on mange de la viande ou des produits animaux qu'on mange quelque chose qui fait souffrir quelqu'un. Tu sais, j'en ai pas de justification pour ne pas être vegan. Très sincèrement. Mais c'est ça souvent. Je me plais, je me réconforte dans l'oubli. Ouais. dans le fait de faire du déni sur cette... Puis je pense que c'est la raison pour laquelle c'est si difficile à vendre comme idéologie, parce que le compromis, tu fais comme, ouais, il y a des gens qui souffrent, mais man, du bacon. Je pense que le compromis est trop gros en ce moment culturellement, pour la plupart des gens. Fait que les gens préfèrent de loin être dans le déni. Ah, exact. Puis, je lisais un livre, un essai, un des premiers essais sur le véganisme que j'ai lu en sortant d'Occupation Double, qui s'appelait « Comment voir mon steak comme un animal mort ». Ouais. Puis, dans ça, il disait, à défaut d'être vegan, tout le monde devrait prôner le véganisme. Mm-hmm. Lui, c'était ça son point de vue. Mais c'est vraiment ma posture, en fait. Parce que moi, j'étais avec vous, les gars, là. Mais, tu sais, je suis pas un... Tu sais, c'est sûr que je mange vraiment moins de produits animaux que la plupart des gens. Ben, si tu dis que ta blonde est végétarienne... Ma blonde est végétarienne. À la maison, on mange végétarien. Puis, tu sais, je suis pas... je capote pas sa viande. Puis, mais c'est ça. Tu sais, je l'ai fait, le défi 21 jours vegan, puis me priver de lait et de fromage et d'œufs, là, c'était les choses les plus difficiles. Là. Je suis pas rendue là. Tu sais, je trouve que c'est encore pas assez. Mais en même temps, au moins 3 soupers par semaine, c'est vegan, puis on s'en rend pas compte. Tu sais. Dès qu'on mange des repas avec du tofu, avec des protéines végétales, la plupart du temps, mais c'est quand on essaie de rajouter des protéines dans un repas qu'il n'y en a pas nécessairement, mais là, c'est quand ça va être des œufs, du fromage, en tout cas. Mais ouais, je pense qu'effectivement, tu sais, faut, à défaut de pouvoir faire ces compromis-là nous-mêmes, je pense qu'il faut reconnaître que c'est totalement légitime et c'est vous qui avez raison, bien plus que l'inverse. C'est juste qu'on a... c'est trop rochant, c'est trop compromettant. Moi, j'ai l'impression, dans ce cas-là, même si, tu sais, ce que je vais dire là, c'est pas tous les activistes véganes qui diraient ça, parce que pour certains, l'urgence est trop forte, là, tu sais, de dire faut que ça arrête maintenant, tu sais. Mais sachant, une fois que tu sais que ça n'arrêtera pas maintenant, aussi pénible ça peut être de considérer que ça va continuer encore pendant des dizaines d'années, de se dire, si tout le monde prône, comme toi, comme ton approche, ou comme Doom qui est végétarien, de dire, c'est la chose vers laquelle il faut s'en aller. Ouais. Diminuons notre consommation de produits d'origine animale. Quand tout le monde va se rendre compte que c'est diminué, il va y avoir des trucs qui vont remplacer le lait comme on le connaît, le lait de vache comme on le connaît. Il va y avoir des trucs qui vont remplacer. Puis ça a déjà lieu. Ça arrive déjà. Tu sais, le AEW qui font des Beyond Meat, les Beyond Meat dans les IGA maintenant. Tu sais, des affaires comme ça. Je suis allée dans à Sept-Îles en fin de semaine au Salon du Livre de la Côte-Nord. Il y avait une cafétéria qui a tout le temps une option végé. Puis c'est ça qu'elle me disait, en fait, Élise Desaulniers. Elle me disait, étant donné qu'il y a tellement de chemin à faire, je préfère me réjouir des améliorations et des avancées. C'est justement ça, c'est ça le point. Que d'être fâché contre les gens qui adhèrent pas. Puis c'est beaucoup plus, premièrement, constructif. Puis je pense qu'on va y arriver. Je pense que, mettons, nos générations, je regarde les gens qui ont des enfants autour de moi. Tu sais, mettons que ton enfant de 1 an aime pas la viande, ce qui est le cas de beaucoup d'enfants. Là, tu le forces plus, là. Là, tu le forces plus. Maintenant, on le force plus. Puis cette personne-là va grandir dans un environnement où le tofu puis l'humus, c'est cool, là, tu sais, puis c'est ce que je préfère, tu sais.
Puis je pense que les générations futures vont de plus en plus avoir un regard critique par rapport à notre consommation de produits animaux. Puis ça va changer. Puis je pense que ça va... On va y parvenir de cette façon-là. Mais je comprends que pour les générations qui précèdent, et je m'inclus là-dedans, c'est des compromis qui sont encore difficiles à faire. Je comprends. Tu sais, moi, j'étais avec toi là-dedans, tu sais, puis je comprends vraiment la posture végane de dire si pour toi, mettons, manger de la viande, c'est comparable à un meurtre ou à de l'esclavage, qu'un propriétaire d'esclave en ait 20 ou en ait 2, c'est un propriétaire d'esclave pareil. Tu dis, là, j'ai juste 2 esclaves. Là, pas un plat avec c'est ça l'affaire. Mais c'est ça. Puis ça, je le comprends vraiment. Tu sais, imagine ça avait été ça. Ouais. Mettons, c'est comme, OK, on abolit l'esclavage, mais là, vous avez juste le droit à 2, genre, moi, 2 par semaine. Moi, je suis flexi-esclavagiste. C'est ça. Ça fait pas beaucoup de sens. C'est pour ça que c'est difficile pour les véganes qui sont vraiment... Exact. Parce que l'idée puis la théorie de tout ça est comme noir ou blanc. Mais si on veut être pragmatique, il faut être un petit peu utilitariste là-dedans. Puis... Tu sais, je fais du bénévolat à tous les jeudis dans un lieu d'hébergement pour femmes en situation d'itinérance. Puis les menus sont pas végétariens. Puis même, c'est difficile pour quelqu'un de vegan vraiment de trouver son compte le soir. Tu sais, puis je suis comme... J'imagine qu'un jour, ce genre d'organisation-là va avoir essentiellement des menus végétariens. Puis il y a beaucoup de femmes parmi les bénéficiaires de l'auberge qui sont végétariennes, tu sais. Mais en ce moment, est-ce que tu veux imposer... Puis pour moi, c'est pas quelque chose qu'on m'imposerait, tu sais. Pour moi, un repas... Si quelqu'un préparait tous mes repas, je lui dirais de me préparer juste des repas vegan, tu sais. Si c'était pas compliqué de même. Mais quelqu'un qui vit dans la rue, là, qui vit vraiment plusieurs oppressions, qui est vraiment au bas de l'échelle, tu vas-tu la forcer à manger quelque chose avec laquelle elle n'est pas familière? Tu sais, souvent, c'est des femmes d'un certain âge, pour elles, le tofu, c'est rébarbatif. Là, tu sais, c'est pas... ils ont toutes des... Puis souvent, c'est basé sur des méconceptions, là, je suis pas sûre que ça se dit en français, mais des idées préconçues, que le tofu, c'est pas bon, ça goûte rien. Mais tu sais, je pense que c'est ça. On est dans une période de transition où des institutions devraient comme offrir une option végétarienne tout le temps. Puis à un moment donné, il va y avoir des repas végétariens, puis de moins en moins d'options avec des produits animaux. Puis, tu sais, je pense que les réflexions, tu sais, peuvent pas être simples comme juste « Hey, vous êtes des criminels », tout ça. Je sais que c'est pas ça que tu dis non plus. Ça. Mais je pense que c'est ça. Sauf que si, mettons, certains militants véganes, t'es critique parce que t'as cette position-là, je trouve ça dommage parce que au lieu de se dire... Ben, c'est le cas. Puis c'est le cas aussi, justement. Jean-Philippe, il dit ça. Il y a la même... Tu sais, Jean-Philippe qui est probablement la figure végane la plus imposante au Québec. Là. Avec Georges Larac. Avec le plus de capital de sympathie, je dirais. Définitivement. Le plus, mainstream, là, je pense. Là. Puis lui, tu sais, c'est... Ta grand-mère te fait des biscuits avec des œufs. Tu peux goûter ces biscuits. Puis il s'est fait ramasser par les activistes. Il est adoré par les gens comme moi qui sont plus nuancés. Ma blonde aussi, elle adore Jean-Philippe. Sa rhétorique, c'est la même que nous. Par contre, il y en a qui n'étaient pas d'accord avec sa présence. Puis c'est correct, c'est correct de ne pas être d'accord. C'est juste que c'est qu'au lieu de se dire on n'est pas parfaitement d'accord, mais on a la même cause puis on veut aller dans la même direction, des fois, ça vire en attaque, puis là, ça fait juste comme se virer les uns contre les autres. Ça va être la même chose dans toutes les... C'est ça qui arrive, je pense, dans le militantisme en général, c'est que t'en as certains qui ont une différente vision, mettons, du féminisme que toi, puis là, ça se querelle, puis des fois, du point de vue... Pendant ce temps-là, la droite, elle est crampée, elle. Oui. Parce que, tu sais, c'est comme si la gauche se cannibalise entre elles plutôt que de grandes critiques. La droite est crampée. Oui, mais je me réjouis en me disant que la droite a aussi ses zones de gêne, là, tu sais, comme justement quand t'as des gros racistes ou des gros... vraiment, qui te font passer pour un gros con. Ils ont ça eux aussi, mais tu sais... Ouais, c'est ça. Souvent, c'est qu'on est tout le monde mis dans le même panier, puis il y a des gens qui pensent que t'es comme les vegan police, puis que t'es pas plus nuancé, puis que... Mais il y a certaines personnes, puis là, je veux pas caricaturer, mais il y a certaines personnes où est-ce que ça devient parfois un concours de la vertu, là. Ah oui, absolument. J'en parle dans mon livre. Là, ça escalade. Puis là, tout le monde qui est un petit peu moins vertueux que toi, ça se call out. Puis... Des fois, c'est très rhétorique. C'est qui maîtrise le mieux les codes, puis il y a une espèce de plaisir à
à montrer que tu maîtrises les codes, mais je te dirais, je pense pas que ce soit la majorité. Puis je comprends la tentation parce que tu as envie d'appliquer une grille d'analyse puis de l'appliquer jusqu'au bout, puis à un moment donné, attends, là, calme-toi. Puis... Il faut aussi, tu sais, mettons, ces idées-là qui souvent se propagent dans le milieu universitaire, ça crée des bulles, veux pas, là, tu sais, puis ça devient, puis là, tout le monde se craint à ces concepts-là, puis là, tu apprends des nouveaux concepts, fait que t'es plus porté à les voir, là, tu sais, parce que c'est nouveau, ça, puis t'es excité par ça, puis t'es engagé par ça, sauf que après ça, il faut aussi ramener ça terre à terre, pragmatique, puis comment appliquer ça, comment faire passer ce message-là dans le vrai monde. Ouais. Sans, c'est ça, le mot pragmatique, là, souvent les radicaux, ils haïssent ça parce que c'est comme... Ouais, moi, c'est ça. Pragmatique, c'est comme une façon de faire des compromis. C'est comme moi qui décide d'être gentil alors que je suis en colère. Ou, mais c'est comment tu as plus d'influence, tu sais. Oui, c'est ça. Ben, c'est la question principale, c'est la question au centre de tout ça. On veut toute la même affaire, tu sais. C'est que ça prend de tout, tu sais, ça en prend des radicaux qui vont loin et qui définissent que le miel, c'est aussi problématique que le cuir ou que, tu sais. Je pense que ça prend des radicaux pour réfléchir à la... Parce que radical, ça veut dire ça, tu sais, aller à la racine du problème. Ça en prend, puis ça prend des gens qui permettent une meilleure adhésion plus large à la cause, puis ça prend des gens qui... Mais il faut que tout le monde s'écoute dans cette direction commune-là, je pense. Mais effectivement, moi, je suis d'accord que, tu sais, les activistes, je déteste le mot extrémiste, mais les activistes plus sur le plancher, qui peut-être radical, qui font voir des choses qu'on verrait pas sinon. Par exemple, du monde qui vont undercover dans des abattoirs, qui vont undercover dans des fermes de fourrure, qui sortent des vidéos de là qui sont dégueulasses complètement. Chose que moi, je ferais jamais. Jamais de la vie, j'irais m'impliquer. Mais c'est leur rôle à eux, tu sais. Toi, t'es le cheerleader. Ouais, c'est ça, exact. Mais je pense que ça prend de ça. Oui, ça absolument. Prend tout ça, j'ai l'impression. Tu sais, je veux dire, tu serais pas vegan aujourd'hui s'il y avait pas des gens vraiment extrêmes qui t'avaient précédé. Tu sais, les gens qui ont commencé à être vegan, c'était des végétariens extrémistes, tu sais, c'était les gens qui... Puis même les végétariens, quand ça a commencé, c'était « Voyons donc que tu vas pas manger de viande », tu sais, c'est comme... Il faut toujours remettre en perspective que les idées qu'on trouve extrêmes aujourd'hui, souvent, ben ils sont... Ils seront plus éventuellement. Ils seront plus éventuellement. Il y en a que oui, tu sais, je veux dire, il y a des phénomènes avec lesquels on ne sera jamais à l'aise avec raison. Mais tu sais, il faut se rappeler que dans le temps que les femmes militaient pour le droit de vote, on riait d'elles. Là. Ouais. Et on les trouvait suffragettes étaient extrémistes. Oui. Ouais. C'est ça. Si tu regardes le cours de l'histoire, ça va pas par là. Ça s'en va par là, tu sais. Oui, c'est ça. Puis c'est ça, exactement. Tu sais, c'est jamais... Tu sais, le conservatisme... Je pense que des fois, certains conservateurs, le but, c'est juste de dire on va mettre le pied sur le frein pour transitionner d'une manière un peu plus souvent, douce. Là, oui, puis souvent, c'est des gens qui sont attachés à un ordre établi. Puis généralement, j'aurais tendance à dire parce que ça les favorise. Ouais, il y a un intérêt aussi. C'est pas désintéressé, puis c'est pas nécessairement pour le bien commun nécessairement. Mais puis c'est correct. C'est correct qu'il y ait des conservateurs qui tirent leur bord de la couverte. Nous, on tire notre bord de la couverte, puis ça prend de tout pour faire un monde. Ouais. Il y avait une question que je me demandais, c'est... Tu sais, tantôt, justement, on parlait de... Tu sais, des fois, la gauche qui se calote entre eux autres, ou qui vont... qu'une personnalité va dire quelque chose, tout le monde en parle un dimanche, puis que le lundi, ça va être... on va répondre à tout ça. Puis, dans certains cas, on dirait qu'il n'y a pas de rédemption possible pour certaines personnes, tu sais. Puis ça... Tu sais, mettons qu'on prend l'exemple de Kevin Hart aux États-Unis, tu sais, l'humoriste noir qui était censé animer les Oscars, tu sais, qui a fait des tweets... Il y a plusieurs couches là-dedans, parce qu'on est sûrement plus sévère envers lui parce qu'il est noir que d'autres humoristes qui ont peut-être fait des jokes homophobes qui étaient il y en a tous les jours qui se font des jokes homophobes, là, encore aujourd'hui. Puis tu sais, parfois ils sont drôles, ces jokes-là, dans le sens que parfois, c'est pas nécessairement la réelle pensée de l'humoriste. Faut mettre en perspective. Puis, mais c'est ça, en plus, tu sais, mettons, quelqu'un qui est... Mais généralement, ces jokes-là, dans ce cas-là, sont pas homophobes. Ils vont non, être comme des jokes d'homosexualité, ça veut pas... Oui, c'est ça. Ouais, excuse-moi. Mais en plus, tu sais, mettons, c'est un humoriste qui fait premièrement
qui a un style très consensuel. Là, c'est pas un polémiste ou c'est pas quelqu'un qui a un style d'humour vraiment qui va jouer sa ligne, tout ça. Qui fait qu'il y avait des tweets, là, 8-10 ans, je sais pas trop exactement, des jokes à caractère homophobe qui pensaient Il y a 8-10 ans, étant un contexte où des jokes homophobes, différent. tout le monde en plus. faisait, ben oui. Puis, Pas tout le monde, mais je veux dire plus qu'aujourd'hui. ben oui, exactement. C'est Danny Turcotte qui disait que lui-même en Ouais, faisait Ben oui. constamment. Ouais, À Piment Fort, tout le monde en faisait. Ouais, Puis ouais. tout le monde regarde ces jokes-là 20 ans plus tard en se disant « Oh mon Dieu, que c'est gênant! Shit, ouais, c'est ça. Fait que là, après ça, les gens trouvent ça. Kevin Hart a fait des blagues homophobes, c'est inacceptable, nanana. OK, ça devient une grosse affaire. Fine, parfait. Tu sais, il se fait caller out, puis il s'excuse. Tu sais, il dit je ne suis pas cette personne-là, ou j'ai évolué, ou tu sais, je pensais que c'était drôle, ce l'est pas. Puis on avance, puis on continue. Puis si j'ai heurté des gens, sincèrement, je m'excuse. Fine. Donc là, ça continue. Ouais, moi ça pour de continue, vrai, il se puis réexcuse. ça m'est arrivé, là, il y a des, tu sais, j'ai tenu des positions, par exemple, sur le blackface il y a plusieurs années que j'endosse plus du tout. Et on m'a vraiment fait comprendre de la bonne façon, tu sais, on m'a fait comprendre pourquoi c'était une pratique qui était inadéquate, puis tout ça. Puis il y a des gens qui m'en veulent encore, puis qui m'en tiennent rigueur encore, puis tu sais, je peux comprendre, puis c'est leur... Cela dit, je te dirais que c'est vraiment une minorité de personnes. Après ça, tu sais, que les autorités qui avaient confié ce mandat-là à Kevin Hart, qui lui ont retiré. Moi, à partir du moment où quelqu'un reconnaît ses torts puis s'excuse, je trouve qu'on devrait... C'est sincère, tu sais. Puis c'est habile. Puis les torts sont pas... des fois... Les torts en contexte sont pas un crime... de guerre. Si elle veut violer quelqu'un, on s'en oui, fait c'est ça. S'il y avait quelqu'un dans un autre contexte, mais il s'excuse. Oui, non, effectivement, il y a des nuances à apporter. Il y a des niveaux. Il y a des niveaux de violence, mais moi, je serais plutôt d'avis. Cela dit, j'ai pas suivi complètement cette polémique-là. Fait que je sais pas, est-ce que ces excuses étaient réellement sincères? Tu sais, souvent, les gens vont dire « Je m'excuse ». Si mes propos ont pu offenser certaines personnes, c'est une façon de ne pas assumer vraiment ses torts en s'excusant de la perception de l'autre. Il l'expliquait sur Joe Rogan quand il est allé. Il disait que quand c'est sorti tout ça, il a dit « Je m'excuse, puis là, je voulais pas dire ça, je suis plus cette personne-là. » Puis après ça, je pense que ce qui a été problématique avec la communauté LGBTQ, c'est que... il voulait pas répéter encore ses excuses. Eux autres, ils auraient voulu qu'il aille sur toutes les plateformes, qu'il s'excuse sur le tout. Lui, il a fait « Je me suis excusé. » Je pense qu'il l'a répété quelques fois jusqu'à temps qu'à chaque fois qu'il s'excuse, c'est comme si ça redoublait d'ardeur. Fait qu'à un moment donné, j'ai arrêté d'en parler, je me suis excusé, j'ai plus rien à ajouter là-dessus. On dirait que pour certaines personnes, c'est comme... Tu peux pas revenir. Une fois que tu t'es fait caler, c'est comme... Bon, mais toi t'es mort, tu sais. Puis même si, sincèrement... pour combien de personnes c'est, tu sais... comme je disais, lui, moi, par rapport au blackface, il n'y aura pas de problème avec il y a peut-être 2 personnes qui continuent à m'en tenir rigueur. Ça change pas ma façon de vivre, puis tu sais, je trouve ça plate, mais j'aimerais ça parler avec ces personnes-là en one-on-one pour reconnaître leur souffrance. Si tu avais encore cette idée-là puis tu défendais encore ta position, ben là, il y aurait encore matière à critiquer. Mais tu sais, je pense que c'est ça. Je pense pas que Kevin Hart soit rayé de toutes les listes à vie. C'est dommage pour son animation. Puis je suis certaine qu'il y aura d'autres occasions. Là, mais après ça, que des décideurs prennent des décisions en fonction d'une grogne populaire qui est peut-être minoritaire. Ça peut être fâchant, là, je comprends. Mais tu sais... Je pense que les Oscars, c'est tellement politically correct qu'ils voulaient juste éviter toute forme de controverse. Puis on va pas commencer à pleurer pour la carrière de Kevin Hart. Là. Il va être correct. Ben, oui, il va être correct. C'est quand même une injustice envers lui, je pense. Même si on se dit, ça va bien aller pour lui. Oui, non, je comprends. C'est pas justifié nécessairement. Ça justifie pas, mais ça atténue, mettons. Hey! C'est un plaisir, les garçons, de parler aussi longtemps avec vous puis d'avoir le temps d'étayer en détail ma pensée. C'est le but. T'as-tu des choses à... Là, les gens, il faudrait qu'ils lisent ton livre. On peut plus rien dire, le militantisme à l'ère des réseaux sociaux. C'est pas mal ça, je vous dirais. C'est vrai. Pour l'instant, dans le métro encore? Oui, dans le métro. Puis pour l'instant, je suis comme vraiment contente de la vitrine que ce livre-là a. Puis c'est vraiment les idées que je voulais mettre de l'avant, sur lesquelles j'ai planché pendant 2 ans. Puis ça m'a vraiment fait du bien de prendre l'espace nécessaire pour
expliquer ma pensée. Puis pour l'instant, je voudrais que les gens lisent mon livre. Après ça, on verra. J'aurai d'autres projets à proposer. Cool. Super. Merci Merci. beaucoup. Hey, merci pour la discussion. C'était un plaisir.